Bonjour, ici Julien Harvey. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des bars énergétiques au café parce que, vous le savez, moi, je suis un grand amateur de café. Puis quand NAC a annoncé qu'il sortait ces nouveaux produits-là à base de café, ben j'étais déjà convaincu avant même d'y avoir goûté. Bon, une fois que j'en ai mangé, je suis tombé à terre, le goût est bon, le kick de caféine est là. Écoutez, moi, je suis du genre à me lever très tôt le matin puis partir courir. Souvent, je commence avec une barre, mais bon, des fois, les matins sont tôt, à ce temps-ci de l'année, mais il n'y a pas beaucoup de luminosité, fait qu'on a besoin d'un petit kick de caféine. Si j'ai pas le temps de me faire un café parce que je veux partir au plus vite, ben c'est là que les bars au café de NAC entrent en jeu. 7 grammes de protéines, c'est déjà ça, mais 65 mg de caféine, c'est l'équivalent d'un espresso. Fait que ceux qui ont peur de se dire hey, une barre caféinée, le cœur va pomper, c'est l'équivalent d'un espresso, ça va bien aller. Après ça, ben comme toutes les barres NAC, il y a le fameux ratio 4:1 de glucides versus protéines. Il y a des électrolytes là-dedans, 480 mg. Puis pour vrai, au-delà de tout ça, au-delà des chiffres, c'est le goût qui est bon. On a deux saveurs, mocha, donc un petit goût chocolaté qui est très bon, et caramel macchiato. Je le sais, je vous ai convaincu, vous avez le goût de les essayer. Allez sur le nacbar.com, choisissez votre pack de barres caféinées. Puis si c'est votre premier achat, ben vous avez 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde, ciao! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 131e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, c'est une première, ça fait 131 épisodes, je viens de le dire, que j'enregistre. C'est la première fois que j'enregistre dans un container avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. On aura l'occasion d'expliquer pourquoi. J'étais avec Julien Harvey, qui est directeur des courses de l'Ultra Trail Arikana et plein d'autres choses. Bienvenue Julien. Ben merci Yannick, et c'est un plaisir de te recevoir dans les installations, non pas d'Arikana, un jour on en aura, mais dans les installations de Canoë Glace Expérience, qui est l'entreprise qui m'occupe durant la période hivernale. Qui t'occupe, que tu as fondé, dont tu es le président, dont tu es le chef de tout ça. Écoute, toute tâche connexe, guide, président, propriétaire et tout ça avec une super équipe, mais ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Ben, c'est le fun parce qu'en plus, là, ben, c'est sûr qu'on est de soir, mais la vue de jour doit être hallucinante ici parce qu'on a des fenêtres partout autour. On a une vue là-bas, c'est quoi? C'est l'église de Sillery, puis on se rend jusqu'à l'île d'Orléans quasiment. Exactement. Fait que oui, tu reviendras de jour. Ouais. On a une vue panoramique sur le fleuve. Les glaces tardent un peu là, cet hiver, mais ça va venir. Fait que on est vraiment au prime spot à Québec pour pratiquer peut-être le deuxième plus beau sport au monde. Ah, c'est bon, hein? Tu le sais, moi j'ai des questions éclair à la fin. J'essaie de mettre des choix difficiles pour mes invités. On dirait que tu viens déjà de nous donner la réponse, mais on attendra de voir plus tard sur le coup du stress, là. Avant qu'on commence, Julien, la question qui tue, qu'est-ce que tu bois? Écoute, on s'est parlé un petit peu au téléphone avant que tu viennes nous visiter, puis je te mentionnais la BAT 50, une petite bière légère assez universelle. Je pense que tu as trouvé un produit chez Noctem qui se rapprochait un peu, une petite lager bien légère. Exact, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'as dit la BAT 50, j'ai dit ben, Noctem en fait une dans le même genre, mais encore meilleure. C'est une Pilsner, elle s'appelle, attends... La Sérénité, une belle canette bleue. Je sais pas si ça a un lien avec une autre Pilsner connue qui avait une étiquette bleue à l'époque. Bref, cheers Julien. Cheers, hey, c'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir pour moi d'être là et pour toi de te recevoir à Pas sorti du bois. Elle est bonne, c'est léger. Ça fait la job. Noctem, souvent, c'est de la grosse IPA. Il y en a des excellentes qui tirent d'un joue, mais là, c'est un soir de semaine. On est relax. On est capable d'être relax. Après, on va passer une journée ces eaux. Écoute, Julien, je le disais en ouverture, tu es le directeur des courses de l'Ultra Trail Arikana. Tu es aussi un des cofondateurs du demi-marathon de l'île aux Coudes qui était dans votre giron, bien sûr, parce que tu l'avais créé, qui a été passé entre d'autres mains et là, qui vient de revenir dans les événements Arikana. T'as aussi Canoë Glace Expérience, mais j'ai le goût qu'on recule avant tout ça. Parle-moi de Julien Harvey, le petit gars, le sport, qu'est-ce qui t'a amené vers le sport, la course, le trail, comment ça a déboulé tout ça jusqu'à tous les chapeaux que tu portes aujourd'hui?
Oui, il y a beaucoup de chapeaux, effectivement. Tu me l'as fait réaliser, je pense. Ben, tu sais, écoute, mes deux parents sont originaires de l'île aux Coudes. C'est certainement ça, le lien avec le grand demi-marathon. On avait un peu le lien avec la communauté là-bas. Mais tu sais, avant ça, moi, je suis pas du tout issu du monde sportif, de l'éducation physique, de la physio ou whatever. J'ai fait un bac en géographie, une maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval. Puis, j'ai travaillé pendant une couple d'années dans le bas du fleuve. Arikana, c'est une course que j'avais fait avant. Tu sais, j'ai vécu ma vie professionnelle et tout ça, nanana. J'ai toujours été un coureur là, depuis que je suis très jeune, là, tu sais, avant que ça devienne un peu plus à la mode, puis jusqu'à maintenant, là, on lâche pas. On prend une petite pause en hiver là, pour être sur le fleuve, là, sur les glaces, mais voilà. Puis tu sais, j'ai évolué dans mon cheminement professionnel, puis il y a 4 ans, j'ai décidé de faire complètement une coupure. Là. Je travaillais dans une MRC dans le monde municipal et tout ça. Puis je me suis dit, j'avais envie de lancer une entreprise, j'étais passionné de canot à glace. Tu sais, nous, c'est dans la famille depuis plusieurs générations. Mon père, mon grand-père en ont fait et tout ça. Fait que là, on est déménagé à Québec avec ma blonde, les enfants, tout ça. Puis j'ai créé Canot à glace Expérience. Puis j'avais toujours été proche aussi de Marlène parce qu'avec des couples d'amis, tu sais, on avait créé le grand demi-marathon de l'île aux Coudes. Donc, fait que c'est ça. Puis, tu sais, de fil en aiguille, là, on parle, jase. Moi, j'avais besoin d'une occupation d'été. Ouais. Puis, tu sais, j'avais un peu ce côté-là professionnel de gestion, mais aussi le côté sportif en lien avec la trail, tout ça que j'adorais. Arikana, c'est drôle, ça a été mon premier 65 et tout ça. Puis, j'étais assez jeune, tu sais, jeune vingtaine, j'en avais bavé, je me rappelle, et tout ça. Puis, tu sais, écoute, Marlène m'avait pensé à moi, ça a été un fit naturel, on se connaissait déjà. Puis là, ben, les choses évoluent. Ça fait déjà 4 ans que je suis dans la super équipe d'Arikana, et puis il y a comme tu dis, le grand demi-marathon de l'île aux Coudes qui revient dans le giron avec des nouveautés aussi, là, peut-être un petit peu plus une saveur trail que... Ben là, c'est sûr que quand Événement Arikana prend en charge une course typiquement de route, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, puis c'est Charles Castonguay qui est aussi un gars de l'île aux Coudes, il m'avait parlé même à l'épisode ensemble de son père, mais surtout son grand-père qui faisait du canot à glace, qui dans le temps c'était pas un sport comme aujourd'hui qu'on amène des gens sur les eaux, sur les glaces pour faire ce sport-là. C'était le seul moyen d'atteindre la civilisation en plein hiver pour des insulaires. Puis Charles me disait que oui, il a fait beaucoup de demi-marathon de l'île aux Coudes, il l'a fait plusieurs fois. Et plusieurs défis, il a fait un 100 km sur route, mais il m'avait dit il y a moyen de faire de la trail sur l'île. Puis là, j'ai entendu dire entre les branches qu'il y aurait peut-être de la trail, que Charles était peut-être impliqué là-dedans, donc ça va être beau, on va suivre ça de près. Ben oui, tu sais, puis c'est ça qui est le fun de la trail, c'est que quand tu penses en mode route, t'es souvent en mode distance, kilométrage, tu sais, pace, etc. Ouais. Mais quand tu sais, l'univers de la trail, c'est ça qui est passionnant, c'est sortons des sentiers battus. Puis là, en tout cas, dans la réflexion en arrière de la course de trail à l'île aux Coudes, c'est il y a des sentiers, mais il y a aussi la berge, tu sais, qui est utilisable. Ouais. C'est un milieu naturel, c'est magnifique. Tu sais, on a 23 km. C'est pour ça qu'on avait appelé ça le grand demi-marathon de l'île aux Coudes au début, là, c'est parce qu'il y a un peu plus qu'un demi-marathon. C'est déjà typiquement trail à la base, parce qu'on sait que souvent la distance sur le papier dans le guide du coureur, puis la distance sur le terrain, il y a toujours une petite variation. En trail, on est habitué. Sur route, d'habitude, s'il y a un demi-marathon qui fait 21.18, ça chiale à l'arrivée. C'est ça. Là, vous autres, vous l'avez assumé pleinement. C'était pas content. Non. Là, c'est l'île aux Coudes. Je veux dire, elle fait quasiment la distance exacte de demi-marathon. On va pas arrêter le monde à 2 km de l'arrivée. C'est une course qui est magnifique. Là, le faire le tour d'une île, d'abord l'expérience d'arriver sur une île avec le bateau, que ce soit en navette ou en auto, peu importe, mais c'est magique. Puis là, de faire le tour, t'as tout le temps un beau point de vue quelque part. Fait que là, j'ai hâte de voir, là, je connais pas à 100% le parcours final, mais moi, ça m'intrigue, parce que je connais pas mal les trails de l'île aux Coudes. Ouais. C'est là où on a passé notre jeunesse, on allait se glisser l'hiver, tout ça, puis là, de voir que ça revient, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis aussi, ce qui est beau à l'île aux Coudes, c'est l'île, c'est la vue sur l'eau, mais c'est aussi la vue qu'on a sur Charlevoix. C'est Charles qui en parlait justement, puis il y a une affinité avec Arikana, parce qu'il l'a fait souvent, mais il disait, ça remonte à quand j'étais petit, c'est les montagnes que je regardais de mon île, puis même un Mathieu Fortin, qui est un coureur qui vient année après année sur le 125. Lui, je pense qu'il est de la rive sud, mais lui, ces montagnes-là qu'il y avait d'en face, l'autre bord du golfe, quand il était jeune, il y a de quoi de mythique avec la vue sur l'île aux Coudes, sur les montagnes. T'es quasiment en train de te dire au monde, là, en ce moment, vous faites le demi-marathon de l'île aux Coudes, mais regardez ça en face. Vous pourriez aller courir là-dedans l'année prochaine dans une course qui s'appelle, je sais pas si vous la connaissez, Arikana. Oui, ça me dit quelque chose. Mais tu sais, tu le dis, puis ça me le fait réaliser, parce que de l'île aux Coudes, quand tu es sur la pointe ouest, ce qu'on appelle l'îlet, tu vois le massif. Le massif, il y a aussi des choses qui vont se passer là-bas. Tu vois le cratère de Charlevoix, les montagnes, les éboulements, qui est l'épicentre un peu du... Ben oui. Donc, voilà. Fait que oui, on est gâtés en paysage, j'ai pas de doute là-dessus. Tu disais première course dans la jeune vingtaine à Arikana.
À quel moment dans ta vie c'est arrivé la course, pas nécessairement de trail, la première fois que tu as mis des espadrilles et tu es parti courir? Ben, tu sais, moi, je viens pas du milieu de l'athlétisme ou quoi que ce soit. J'ai fait un peu de hockey quand j'étais jeune. J'ai fait du basket au secondaire. Okay. Mais tu sais, j'ai juste commencé à courir en m'achetant des baskets, puis c'est drôle, l'image de Courtney qui court avec ses shorts de basket. Moi, c'était encore de même. J'ai encore mon vieux kit que je traîne depuis des années, tu sais. Fait que j'ai toujours pris ça un peu... c'est vraiment pour le plaisir, là. Je courais jeune. Tu sais, mon père avait un bateau, puis on allait des fois de petites villes de port en port, puis je me rappelle, je prenais mes choses, j'étais plus confortable sur terre que sur l'eau, tu sais, le mer, puis tout. Fait que j'ai commencé tôt, puis j'ai jamais vraiment lâché ça. J'ai des périodes plus intenses, des périodes où je m'éloigne un peu de ça. Pour moi, le trail, je le vis pas comme intensément à l'année. J'aime ça prendre un break, tu sais. Moi, en ce moment, c'est mon break l'hiver. Puis mécaniquement, je trouve ça... Pour moi, c'est la formule qui me correspond. Je tiens pas à courir toute l'année. Je vais garder un petit volume, tu sais, mais... Je réaugmente au printemps, puis j'essaie de me faire un défi par année. Tu sais, l'année passée, on est allé en famille dans les Alpes, courir, tout ça. Fait que, tu sais, ça permet de voyager, puis aussi de changer les plaisirs. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai vu quand je suis allé voir un peu ce que tu avais fait comme course, comme courage. J'ai fait, OK, il y a plusieurs affaires un peu partout, dont des courses en France, dont j'ai vu l'année passée, tu as fait le QMT 50, tu avais fait ton baptême de trail sur l'UTHC 65. En France, ça a été quoi l'expérience cet été? C'était un trail dont je ne me rappelle plus le nom, bien honnêtement. Attends, moi te le dire, je l'ai ici, le EDF Senesto, t'as fait le trail noir. C'était dans la Haute-Maurienne, puis c'était c'est magnifique, mais tu sais, s'inscrire à un 80 au Québec, puis là-bas, c'est pas... J'ai pogné un 2 minutes là, au niveau de l'altitude. C'est la première fois que je courais avec des bâtons aussi. Ouais. Au Québec, j'ai jamais pensé à ça, puis là, je me suis dit, ouais, je vais aller... J'ai trouvé une petite start-up française qui en faisait sur place. J'ai dit, hey, go, guys, donnez-moi des bâtons, ça va sauver, tu sais, tant en montée qu'en descente. Fait que c'est ça permet de voyager, puis ça a été une expérience magnifique. Là, tu cours au travers les glaciers, puis les paysages. C'est tellement une belle façon de découvrir un coin. Tu sais, autant un marathon, tu fais un marathon, je sais pas, Boston, on avait déjà fait. Là, tu découvres la ville et tout ça, nanana. Ben là, tu découvres la nature environnante. Souvent, tu atteins des places, là, quand je regarde, c'est un 80 km, je veux dire, tu te promènes, 80 km, c'est très long quand tu regardes comment couvrir un territoire. Tu partirais pas nécessairement, même si t'es un bon coureur, une bonne coureuse, c'est rare que dans un voyage, on va partir d'une traite 80 km en autonomie parce que les moyens logistiques pour ça, c'est plus compliqué. Puis il y a des gens qui le font, mais pour le coureur de trail moyen qui a pas tout le kit pour déshydrater puis pour purifier de l'eau, 80 km, c'est une bonne ride en solo. Là, dans le cadre d'une course, ben, on a une équipe de support ou en tout cas, on a des ravitaux, on a du support de la part de l'organisation, ce qui fait que on peut voyager comme ça. Puis tu vas à des endroits que tu irais jamais. Tu sais, cette course-là, ces montagnes-là, est-ce que tu serais allé les visiter de par toi-même? Non, c'est clair. Ça amène ça. T'sais. Non, c'est clair. Puis il y a toujours l'œil de l'organisateur. Ben, c'est ça, moi, je trouve le fun. Fait que là, tu te remarques des petites affaires. OK, comment ils sont setupés dans leur ravito, la sécurité, tout ça. Mais c'est tellement pas la même chose dans les Alpes. Peut-être que l'exemple est bon ailleurs, mais il y a clairement pas les mêmes enjeux d'entretien de sentiers. Ouais. C'est des sentiers qui sont marchés depuis des centaines, voire des milliers d'années. Nous autres, à Ricana, si tu laisses ça plus que 6 mois sans passer une débroussailleuse ou une chainsaw, tu sais, le sentier, je dis pas qu'il est refermé, mais on est la pas nature dans... reprend sa place. Exactement. Fait que, moi, j'adore parce que, tu sais, t'as tout le temps le petit œil, là, OK, comment ils remettent leur dossard, tu sais, tu checkes ces choses-là. Fait que, c'est le fun. Ben, c'est pas quelque chose qui est un trait commun entre nos courses au Québec, comme à Ricana, comme d'autres qui sont plus reculés, et les courses européennes, c'est toute la portion sécurité qu'on doit avoir, je suppose, comme organisateur, comme directeur de course, mais juste comme organisation avec le matériel obligatoire, avec les ravitaux. À Ricana, c'est un sujet qui est récurrent quand j'en parle aux gens, c'est de des longues distances sans aucun support. Des fois, tu as 21 km sans aucun ravito parce que c'est pas parce que ça vous tente pas de les supporter, les coureurs, c'est que c'est impossible de mettre une table puis de l'eau aussi reculée. Puis en Europe, il y a beaucoup ça pour des fois d'autres raisons. C'est souvent des trails urbaines parce que à chaque 15 km, tu croises un village, ce qu'on a peut-être pas à Ricana. Mais à chaque 15 km, c'est parce qu'il y a 2000 mètres de D+, sur le kilomètre, fait qu'il est très très long le passage, fait que ça te prend du matériel obligatoire pour la haute montagne. Vous avez un peu les mêmes réalités pour d'autres raisons. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont comme, tu le dis bien, ils ont d'autres réalités. C'est souvent des milieux qui sont habités. Ouais. C'est pas, alors que nous, c'est très sauvage. Là. Pour vrai, à Ricana, là, quand t'es 10 km dans le bois puis il n'y a pas de coureur qui passe en arrière ou qui t'attendent en avant, tu te sens tout seul longtemps. Là. En fait, les seuls humains que tu peux croiser à Ricana, c'est d'autres coureurs ou des gens qui sont là pour la course. C'est très, très rare. Parce que moi, j'ai fait à Ricana 5 ou 6 fois des distances.
jamais croisé d'autres humains que ceux qui sont là pour la course. T'es très reculé. Hein. Ouais, exact. Puis je pense qu'il y a quand même plus d'achalandage sur la traversée de Charlevoix. Ouais. Tu sais, la pandémie a vraiment amené du monde. Les Montréal, c'est plus un secret pour personne. Non, c'est ça. Malheureusement un peu, mais en même temps, ça permet à plus de gens d'y avoir accès. Mais oui, on n'a définitivement pas les mêmes enjeux. Moi, ce que tu nommes là, l'aspect montagne en Europe, c'est vraiment quelque chose qui m'interpellait parce que ça peut vite virer mal. Là, quand tu es en montagne, il t'arrive quelque chose. Là. Puis quand j'ai fait la course, une demi-heure après moi, ils ont coupé tout le monde. J'ai été chanceux, j'ai réussi à continuer parce que tu voyais là, la masse nuageuse arriver, les éclairs. T'sais, on a quand même moins ces enjeux-là à Ricana dans le sens qu'on n'est pas dans de la haute montagne, mais nous, c'est plus... Écoute, j'allais dire c'est le froid, mais cette année, ça a été le chaud. C'est ça, hein? Non, mais c'est vraiment... Des fois, tu le sais pas. C'est-tu les changements climatiques? C'est-tu juste... On est tombé sur une masse comme ça au niveau météo, mais cette année, là, cet aspect-là était préoccupant. On s'est même, entre nous autres, là, en jasant en famille, on s'est retrouvés comme avec l'équipe médicale à dire « Hey, réaction, go, on s'en va acheter genre 25 glacières, on monte de la glace dans les ravitaux, on l'avait pas prévu, tu sais, fait qu'il a fallu s'adapter, puis on est content de l'avoir fait. Gestion coup de chaleur, alors que souvent on est axé sur la gestion du froid. Exact. À Ricana, je racontais cette année en blague, mais c'était pas en blague, mais je faisais la comparaison, c'est qu'en 2019, je faisais le 65, j'attendais mes amis sur le 125, puis j'étais au Mont-Grand-Fond, puis à un moment donné, il se met à neiger, tu sais, une neige qui fondait au sol, mais t'es le 7, 8, 9 septembre et il neige. Cette année, on était loin de ça, maudit. On était loin de ça le jour, parce qu'effectivement, tu sais, je sais, moi j'ai des amis, ma blonde le fait, tu sais, les gens étaient en déshydratation, il fallait faire attention, puis tu sais, on avait vraiment insisté sur les équipes médicales, les gens des ravitaux, tu sais, dites aux gens de prendre le temps, d'arrêter, buvez, parce que votre corps peut absorber à peu près 1 litre à l'heure, mais il va en sortir aussi. Oui, c'est ça. Nous autres, c'est tellement important d'anticiper pour pas se ramasser avec des évacuations, des blessés, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, tu avais Elliott Cardin qui est arrivé de son 125, puis là, il est arrivé, puis il faisait autour de ça, 0,5 la nuit. Elliott se met à jaser, puis un moment donné, il se met à grelotter, les lèvres viennent bleues un peu, puis là, t'as Rémi, le médecin, qui arrive avec sa couverte. C'est vis ton buzz, mais va le vivre à l'intérieur. Réchauffe-toi. On est vraiment dans les extrêmes, là, surtout cette année. Puis tu sais, même d'autres années où c'est des températures un peu plus clémentes, ça reste que tu as des grosses variations. T'sais, moi, j'ai eu la chance de faire le 125 en 2020, l'année où vous étiez pas mal la seule course qu'il y a eu avec Beluga. Ouais. Puis sur le départ, c'est ça, j'étais en short avec mon manteau que je mets aujourd'hui l'hiver avec une base layer en ce moment. Je suis parti avec ça, il devait faire -1, -2. Puis un peu plus tard, là, quand tu arrives à mi-parcours, dans ce temps-là, c'était 2 jours. Soleil qui tape quand t'es au CEPAC, au Haute-Gorge, là, il devait faire 22, 23, 24, t'es exposé pendant un bout, fait que, tu sais, c'est des grosses variations, d'où l'aspect sécurité qui est tout le temps là. Je pense que le truc là, pour une organisation, c'est juste de l'assumer. Ouais. T'sais, nous autres, on l'a assumé, ce virage-là, puis il a fait mal un peu là, parce qu'il y a eu des disqualifications dans les 3 dernières années, parce que du monde n'avait pas son matériel, mais à un moment donné, on s'est dit, tu sais, l'événement grossit, là, on est un peu plus que 3000 coureurs cette année, on sait pas ce qu'il va faire, c'est impossible à prévoir. Ouais. Ça peut être un phénomène météo local, ça peut être, c'est vraiment, tu sais, sur le top des Montréal, il fait pas la même température qu'en bas, tu peux avoir 10 degrés de différence du vent. Fait que tu sais, le matériel obligatoire, c'est un des éléments qu'on a réglé dans notre tête, c'est ça que ça prend. Mettez ça dans votre pack-sac, puis je pense que vous avez 2 livres de plus, mais c'est peut-être ça qui va vous sauver une évacuation. Mais c'est tout le monde qui l'a. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour montrer mon matériel obligatoire de la CCC, montrer ce que j'allais avoir, puis je me rappelle dire hey, ça n'a même pas de sens, il y a beaucoup d'affaires, puis à un moment donné, tu sais juste te dire tout le monde est dans le même bateau. Fait que... puis tu le comprends pas au départ. Tu comprends pas. Au départ, tu le comprends des fois parce qu'il est 3h du matin, il fait frette, là. Mais tu le comprends pas quand tu prépares tes affaires, tu sais mais quand tu le vis, là, c'est important d'être préparé. Moi, c'est juste une responsabilité, tu sais, qu'on développe dans le milieu, mais t'as tout le temps plus des puristes qui disent, moi, je pars avec rien, mais je pense que c'est un choix d'organisation, là, Mané. Ça dépend tellement de tes conditions d'organisation, tu sais. Je m'en vais, là, la semaine prochaine faire un 100 000 en Arizona, puis il n'y a aucun matériel obligatoire, rien. Puis dans le guide du coureur, c'est écrit, si vous êtes assez fou pour vous inscrire à un 100 000, vous savez ce que vous avez besoin. Oui, par contre, tu regardes le profil, c'est 5 boucles de 32 km, puis sur le 32 km, il y a 4 ravitaux. Fait que tu n'as jamais de longues sections où justement t'es en autonomie, t'as pas besoin de traîner beaucoup d'affaires parce que t'as toujours du support, tu peux courir léger, les variations de température c'est 10 la nuit, 20 le jour, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'as des conditions locales qui font en sorte que les organisations prennent des décisions. Chacun fait ses trucs. Mais nous autres, au début, tu sais, je me rappelle, ça me revient.
Puis ça fait mal un peu de prendre ces décisions-là parce que ça brusque les gens. Les gens sont habitués de courir avec leur matériel, leur stock. Puis là, le jour où tu fais une disqualification, où tu sors la vis, tu veux pas faire ça comme organisateur. On n'est pas là pour faire la police. Mais à un moment donné, quand on sait ce que ça peut donner, ben c'est ça. C'est ça. On met nos culottes. Fait que tu faisais partie de cette équipe-là. Je pense que c'est 2019 qu'il y avait eu quand même quelques disqualifications comme ça. Première année en plus. Comme directeur de course. Ouais. Puis, mais tu sais, je t'avoue que j'étais vraiment... C'est ça, je m'intégrais à l'équipe. J'étais là, on m'a pas garoché là-dedans en disant fais le jeu, mais Marlène était beaucoup là, mais Marlène ça l'avait brassé là, vraiment là, c'est tous des gens que tu connais là. C'est ça qui est tough. C'est des gens que tu connais qui ont travaillé fort pour arriver là, c'est leur objectif de l'année, puis toi t'es comme désolé, mais c'est ça la. T'avais des gens sur les podiums aussi. T'avais des gens sur les podiums qui en ont malheureusement descendu, mais c'est ça, puis l'effet c'est quand même que le message se passe. Ouais. Fait qu'il y a ça qui est bénéfique. Malheureusement, ça crée des frustrations, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a une remise des dossards, contrôle du matériel obligatoire. Puis on fait pas juste l'appliquer, comme on s'organise aussi pour faire des webinaires d'avance. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, être proche des coureurs. Là, même sur la ligne de départ, là, c'est ce qui me fait triper. Là, je pourrais juste garder mon klaxon et faire un countdown, mais j'aime ça aller voir le monde. Hey, comment ça va, votre préparation? Avoir la vibe un peu de comment les coureurs sont en shape. Moi, j'allais leur dire, hey, remplissez vos gourdes là, cette année, en avez-vous assez, etc. Prenez le temps d'arrêter. On ne sait pas ce que ça donne, mais moi, je suis convaincu dans ma tête que cette sensibilisation-là, au moins, tu es cohérent avec les règles que tu mets en place. Là. Exact, puis peut-être que on ça se préoccupe de notre monde. Là, c'est ça part que de la bienveillance. C'est pas pour faire chier le monde, mais il y avait peut-être un message à passer, puis je le sais, je n'aimerais pas de nom d'organisation, mais je le sais que dans l'année précédente, 2018, je me rappelle avoir lu sur des groupes, mais un tel, y avait-tu le matériel obligatoire? Il me semble sur les photos, il y a de l'air courir léger pas mal, alors qu'on sait que l'organisation a certaines affaires, mais il a pas l'air de l'avoir, puis ça se parlait ça, puis pas au Québec, mais je me rappelle avoir lu un article où on parlait de 2 poids 2 mesures, puis je ne retournerai pas à l'UTMB, ça me dérange pas de le dire. Moi, j'ai senti ça cette année à l'UTMB, une espèce de 2 poids 2 mesures, pas pour le matériel obligatoire, mais j'ai senti que ce qui est beau de notre sport, c'est que tout le monde est assujetti aux mêmes règles. Tout le monde est dans les mêmes conditions. Quand tu le sais à la base, tu sais que ça va être ça, c'est ça. Mais c'est vrai que si t'as du monde qui l'ont pas, qui sont pas contrôlés, ça crée une frustration. C'est ça, tu sais, cette année à l'UTMB, c'était pas une question de matériel obligatoire, c'était une question d'accès au ravito pour les équipes de sport. Puis je me rappelle avoir parlé à un Québécois qui était là-bas, c'était les cotes ITRA 850 et plus qui avaient le droit à avoir leur crew à certains ravitaux. Mais ceux qui connaissent un peu les cotes ITRA, entre 800 et 850, tu peux même, je pense que tu passes droit à la loterie, puis entre 800 et 850, tu peux gagner la maudite UTMB. Je veux dire, t'es un très bon coureur. T'as pas les mêmes règles que le dude qui est à 853 en avant de toi. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'on aime sentir que tout le monde est sous les mêmes règles, puis peut-être que il a fallu qu'Arikana en 2019 serre la vis, mais je pense que c'est la communauté au complet qui a gagné parce que ça a peut-être fait mal sur le coup, puis ça devait être des décisions dures à prendre, mais ça l'envoie un message clair, puis pas juste pour Arikana, pour n'importe quelle course. Et tu touches quand même un point intéressant, c'est ce sport-là qui, moi quand j'ai commencé, là, j'étais habillé tout croche, il n'y avait pas de règles, il y avait à peine des courses, c'est pas des jokes, ça fait quoi, 15 ans, max 20 ans, il n'y en avait pas de courses de trail, où ça commençait. Puis maintenant, on a vraiment un sport qui est en croissance exponentielle, ça vient avec tout, là, du marketing, l'encadrement, le move UTMB, la professionnalisation, privatisation un peu, puis moi c'est ça qui me préoccupe dans ce domaine-là, c'est comment conserver l'esprit, il y en a qui appellent ça l'esprit trail ou peu importe comment tu l'appelles, c'est juste que ce soit simple, accessible, que les gens, le vedettariat, le fait de séparer les coureurs, ce que tu décris, nous autres, en tout cas, je pense qu'on fait vraiment des efforts pour rester accessible, puis c'est important pour nous autres, Puis moi, comme directeur de course, ça a l'air d'un bien grand titre, mais les élites, entre guillemets, c'est pas ça qui me préoccupe le plus. Moi, je suis vraiment axé, dans ma philosophie sur l'expérience coureur, la fluidité dans les sentiers, que tout le monde ait sa bière, son lunch à la fin, l'expérience de course en général, c'est ça qui me passionne, Il y a des gens, ça dépend des gens ce qu'ils aiment, là, mais on a beaucoup, je pense, on a des programmes pour les athlètes élites, en termes d'hébergement, de les faire venir à Québec, bien les accueillir. Mais moi, je t'avoue que mon fun, c'est monsieur et madame tout le monde qui viennent faire leur petite course. Comment ces gens-là vont avoir une belle expérience chez nous? Comment on va pouvoir rester proche de ce monde-là? Puis ça se répète aussi dans notre gestion des bénévoles.
sais, honnêtement, nous autres, on a Erika, là, qui est notre responsable des bénévoles. Hey, ce monde-là font un travail là, qui est incroyable. Tu sais, puis tous les bénévoles, ce que ça apporte, l'entretien des sentiers. Tu sais, tantôt, je te disais, t'es en France, t'as pas besoin d'entretenir ton sentier. Nous autres, là, c'est tout du monde qui passe à rebours puis à contresens des sentiers pour le balisage, l'entretien. Tu sais, ça finit par être une grande organisation. Puis c'est l'esprit de famille, tu sais. Ouais, c'est un travail ça qui est merveilleux. Là. Un travail qui est immense, puis je pense qu'il y a moyen de ce sport-là, parce qu'on le sait, c'est en pleine expansion, puis c'est une bonne chose, tu sais, puis même chose, moi, j'ai absolument rien contre la professionnalisation du sport, encore, je veux dire, tout le contraire, j'espère qu'il va y avoir une professionnalisation, puis que nos meilleurs athlètes pourront vivre de ça, tu sais, puis même nos meilleurs athlètes à une échelle du Québec, là, moi je rêve d'une communauté trail, d'un sport où un Elliott Cardin, puis une Marianne Hogan, puis un Rémi Leroux, je dis n'importe quoi, que ces personnes-là puissent se dédier 100% à leur sport s'ils le souhaitent, on s'entend? On commence, hein? On y arrive, je pense, moi je sens qu'on y arrive, mais ça prend cette professionnalisation-là du sport, je suis pas contre, par contre, faut que dans les événements, c'est ce qui est beau de notre sport. Puis avoir parlé avec plein de gens qui sont plus de l'élite, ils aiment autant ça que nous autres dans le mid-pack, que tout soit mélangé ensemble. Ouais. Cet aspect-là, il est le fun. Ce qui était capoté là, cette année, c'est, tu sais, Mathieu Blanchard était notre président d'honneur. Puis, tu sais, moi, je le connais pas énormément, tu sais, personnellement, Mathieu, mais je sais qu'il gravite beaucoup autour d'Arcana depuis plusieurs années. Puis de le voir avec Alix, tu sais, les deux qui étaient là, ben chill. Tu sais, ces gens-là sont devenus des vedettes internationales. Hey, moi, j'ai trouvé ça capoté, tu sais, c'est... Il reste cette proximité-là qui est vraiment saine où t'as pas ça dans tous les sports où les gens commencent à avoir des statuts, puis ils s'éloignent un peu. Puis j'étais vraiment fier que ces gens-là dégagent cette image-là. Puis il faut préserver ça. Aussi. Ouais, je pense qu'on a tous une responsabilité de préserver ça, puis je parle pas juste de la relation élite et pas élite, mais ce petit côté-là qui est le fun de notre sport, le fait que tout le monde, sa ligne de départ est assujetti aux mêmes règles, le fait que nos courses encouragent autant le premier finisher que le dernier finisher, puis avec des Mathieu Blanchard, des Marianne Hogan, ben je pense qu'on est en de bonnes mains pour les prochaines années parce que c'est des gens qui sont proches du monde. Puis à l'international, c'est qui nos plus grosses vedettes? C'est une Courtney Dauwalter qui est exactement comme ça. C'est Benat Marmisol qui a gagné la réunion. Bref, il a fini la réunion, il l'a gagné. 40 heures plus tard, il est allé accueillir le dernier finisher. C'est cool, Scott Jurek, pendant 7 ans, il a gagné à Western State. Puis à la fin de sa course, il se plantait une tente dans le stade à la ligne d'arrivée. Puis il attendait le dernier le lendemain. Tout ça, c'est des histoires qui font que notre sport est beau. Puis il faut le préserver de plein de façons. C'est génial. Puis moi, ce que j'aime dans l'évolution, c'est qu'on dirait que dans certains sports, tu avais tout le temps les hommes, tu sais, les sports plus classiques, tu avais tout le temps les hommes qui étaient en avance sur les femmes. Puis tranquillement, tu avais comme un retour de la présence féminine. Puis là, tu te bats. Tu as des déséquilibres de salaire, de tout. Puis là, j'ai l'impression qu'en étant comme relativement moderne ou récent, les filles ont une super belle presse au niveau du trail. En tout cas, nous, on se fait un devoir à Arikana tu sais, quand on tend des perches pour des athlètes élites et tout ça, ou dans la mise en valeur dans les réseaux sociaux. Je trouve ça génial, tu sais, que les femmes aient autant une belle place que les hommes, tu sais, dans on n'a pas les niveaux de performance égales, mais on n'est pas loin, tu sais. Nous autres, là, ça fait 2 ans que tu as beaucoup de femmes dans le top 5. Oui, exactement. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis Christy, c'est donc bien le fun, tu sais. Pour une fois qu'on n'a pas une discrimination dans le sport puis que les deux sexes cheminent côte à côte. Puis même à l'échelle internationale, tu sais, sur l'UTMB, tu sais, Western State, c'est pas les deux dernières années, mais surtout il y a 2 ans, en 2021, tu as eu beaucoup de femmes dans le top 20. C'était une édition record. Je pense que c'était 9 ou 10 femmes dans le top 20. Je vais pas dire n'importe quoi, mais on est près de ces ratios-là. Alors qu'avant, il n'y avait pas de femmes avant la 30e position. C'est pas parce qu'il y a moins d'hommes, c'est que le niveau des femmes a aussi augmenté, puis il est en train de le surpasser. Puis là, quand tu regardes les longues distances sur du 200 000, c'est quasiment de la parité qui gagne. Fait que c'est beau de voir ça. Le trail, ça pogne aussi parce que en plus de l'aspect homme-femme, il y a l'aspect de l'âge. Tu peux avoir 50 ans de performant en trail. Hey, c'est-tu pas beau, ça? C'est malade. Tu te rappelles ça la dernière fois qu'on avait un joueur de hockey dans une échelle à 50 ans? C'est génial quand tu penses à ça, l'opportunité que ça donne de t'accomplir dans un sport, puis d'être heureux là-dedans, puis de continuer. Bon, faut gérer nos petits bobos puis nos blessures, là, mais c'est comme dans tout. Faire du renforcement musculaire, des affaires que pas assez de monde font, mais qu'on sait qu'il faut faire. Je pense que tout ça n'est pas étranger au gain de popularité. Ça parle aux gens, ce sport-là, le contact avec la nature, etc. Je pense que contrairement à d'autres sports, tu peux te réveiller à 50 ans, découvrir ce sport-là par le biais d'un média, d'un journal, peu importe, faire « Hey, ça a l'air le fun », l'essayer, puis t'amuser là-dedans pour des décennies. Il n'y a pas grand sport, en tout cas, à ma connaissance, que tu peux faire ce rythme-là de course, de faire des patentes, de voyager, d'aller faire des événements pour un sport que tu découvres à 55 ans. Oui, exact. Il y a ça.
C'est ça qui est beau. On est convaincus tous les deux. On est convaincus, je pense qu'on essaie de convaincre, je sais pas qui, mais c'est pas ici dans la place qu'on va grand débat là-dessus ce soir. J'ai cru qu'on parle du rôle de directeur de course précisément parce que c'est un rôle qu'on sait important. Le directeur de course, l'équipe au complet, on s'entend, mais qu'on n'entend pas ou peu parler. J'ai eu la chance d'en recevoir plusieurs à travers les années au podcast, mais j'ai goût qu'on parle de toi, ton rôle à Ricana. Moi, je tiens à le dire d'abord, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'UTHC TV en 2021. Oui. Et on est le vendredi soir. Et t'es un des invités, parce que ceux qui connaissent pas l'UTHC TV, c'est des épisodes de 20 minutes chaque heure pendant 36 heures. Et chaque épisode a un genre de 10 minutes d'update de course, puis un 10 minutes d'entrevue avec un invité. T'arrives, on se présente, OK, salut, t'es le directeur de course. Moi, je connaissais le nom, connaissais pas le visage, j'avais pas fait l'association. Fait que là, on fait, OK, c'est Julien Hervé, on est le vendredi soir d'Aricana, le départ a été donné il y a 12 heures, il y a 10 heures. Puis ton calme m'avait impressionné. Le CB était partout. 2 minutes avant qu'on entende, t'es en train de régler quelque chose au loin. Tu reviens, tu rentres. Puis j'avais senti qu'il y avait ce calme-là en toi. Je le sens aussi aujourd'hui. Ouais. Je suppose que c'est une qualité qui est importante dans ce rôle-là. Ben, je pense que oui, là. Je pense que tu pourrais... Je pense que quelqu'un qui est nerveux ou poule pas de tête un peu, tu sais, c'est tellement drôle parce que cette question-là de direction de course, des fois, ça fascine les gens. Les gens ont l'impression que t'es comme sur un piédestal ou whatever. Tu sais, il y a toutes sortes de perceptions. Puis finalement, j'asais avec ça parce que moi, la direction de course, je la partage à l'UTHC. Des fois, les gens ne le savent pas, mais Jonathan Quentin, qui fait un travail exceptionnel, on est 2 co-directeurs de course. Moi, je m'occupe plus des longues distances. Ouais. Joe s'occupe plus des courses qui ont les courtes distances, comme on appelle, même s'il n'y a pas en soi de courtes distances, mais qui ont lieu. C'est les boucles autour du Mont-Grand-Fond, ouais. 5, 10, 28, 28, etc. Puis, tu sais, ce rôle-là, moi, il m'a pris comme 2 ans avant de le catcher. Mm-hmm. J'ai littéralement mis 2 ans avant de comprendre ce qu'on attendait de moi. Tu sais, tu te fais intégrer dans une équipe, fait que là, tu vas faire un peu le travail qu'on te demande. Mais tu sais, le rôle, essentiellement, moi, je vois ça comme un rôle de chef d'orchestre, un peu, qui connaît le plan de match, qui a participé à peu près toutes les réunions possibles pour que chaque intervenant dise qu'est-ce qu'il fait, qu'on se coordonne. Tu sais, c'est le gars ou la fille qui va faire en sorte que les choses arrivent. Ouais. Puis beaucoup au niveau de l'horaire aussi, la répartition des bénévoles, ce genre de choses-là. Fait que tu sais, moi je commence à travailler à peu près à temps plein au mois de mai pour Aricana, okay. Parce que c'est mon entreprise qui m'occupe l'hiver. Puis c'est un travail qui est soutenu puis de plus en plus jusqu'à 2e de septembre, l'événement. Fait que tu sais, c'est toute la planification, mais ça... En amont, là, c'est de la carto, c'est de la mobilisation de bénévoles, c'est de refaire les parcours, c'est d'essayer de calculer l'achalandage pour pas que ce soit trop chargé sur des tronçons à tel moment. Tu sais, tu bouges là, d'une demi-heure un départ, puis ça se peut que ton ravito devienne crowded, puis mais en même temps, tu sais pas parce que la météo, les coureurs vont pas... Écoute, c'est toute cette anticipation-là, parce que c'est un one-shot deal, tu sais, une course. Ouais. Je me permets de te couper parce que ça, c'est de quoi que je pense qu'on sous-estime jusqu'à temps qu'on le vive dans une course. Puis encore là, j'ai pas envie de pointer de doigt parce que toutes les organisations ont des bonnes intentions puis d'essayer de faire les meilleures courses possibles. Mais moi, il y a quelques années, j'avais fait des courses qui étaient leur première année ou les premières éditions des plus petites courses. Puis on l'avait vécu, ça, d'être sur une distance X. Puis ça va bien, le pack à un moment donné se sépare. Puis à un moment donné, t'arrives dans un tronçon que tu partages avec une autre distance, puis là, t'arrives dans le cul du pack. Fait que là, t'as ton entière distance plus longue qui arrive dans le cul du pack qui, lui, sont des gens sur une plus petite distance. Donc, c'est souvent première course de trail, l'introduction. Ils connaissent peut-être pas les règles de on laisse passer à gauche, c'est un single track serré. C'est pas le fun pour personne. Ça en prend pas beaucoup pour que ton expérience de course ça devienne... Puis j'ai pas fait cette course-là, mais on m'a dit que cette course-là avait changé d'1 heure un départ, puis ça avait été merveilleux. Tu sais, c'est des choses que on le néglige, pas qu'on le néglige, on le sous-estime, je pense, cette logistique-là. Puis Aricana, il a des courses, puis ils partagent à peu près tous le même tronçon. Ouais. Le 125 rentre dans le 80, le 80 rentre dans le 65, 42, bang, bang, bang. Ouais, exact. Il y a une logistique là-dedans, puis bon, ça fait 11 ans, je suppose qu'il y a quelque chose qui, d'une année à l'autre, se répète, mais il y a tellement de nouveautés à chaque année qu'il faut réfléchir à ces choses-là, puis c'est non négligeable. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins quand on est coureur. Jusqu'à temps que tu vois une course puis que t'es dans le premier tiers qui s'en va rentrer dans un pack de 300. Si ça va bien, tu t'en rendras jamais compte. Exact. C'est ça un peu la beauté de la chose. Ouais, c'est ingrat un peu, mais là, si ça va mal, tu sais, ben, puis tant mieux, nous, on recueille les commentaires pour s'améliorer tu sais, parce qu'on n'est pas parfait, là. C'est une course très reconnue, mais on essaie d'année en année de s'améliorer. Moi, je trouve que la force d'une équipe, tu sais, entre elles, c'est que, tu sais, comme tu le disais si bien, tu bouges un petit élément, puis soudainement, tout se met à varier, tu sais. C'est pas le même achalandage d'un ravito, t'as plus de monde à tel endroit, t'es
tes horaires de bénévole. Il faut vraiment que tu fasses attention. Fait que derrière ça, une des clés du succès, c'est la force de ton équipe. Ah oui. Être capable de travailler ensemble. Moi, Joe, je l'appelle souvent. Joe, il fait c'est tout lui qui gère l'acheminement du matériel vers les ravitaux. Toute cette gestion-là, tu sais. Fait que moi, si je bouge une affaire, je peux pas le dire à Joe qui, lui, va me dire, hey, mais tu sais, mon quad n'est pas disponible. Ou toute cette chose-là. Marlène qui est à la direction générale, les bénévoles avec Erika, tout ça. Fait que tu sais, c'est d'être proche l'équipe. C'est un peu ça notre défi à Ricana, moi je trouve, c'est qu'on c'est rendu gros. Puis là, c'est le défi de travailler ensemble. Travailler ensemble en virtuel, c'est pas pareil qu'en présentiel. Tu sais, quand j'étais à la cheminée l'année passée, puis je voyais la maison UTMB, j'étais comme, ben voyons donc, je veux ça moi aussi, tu sais. Travaillons ensemble, puis là, je te parle d'Aricana, mais je t'ai pas parlé de la complémentarité avec le Trans-Charlevoix ou les autres événements, tu sais, d'événements Aricana. Fait qu'on est rendu là, nous, dans ce step-up-là qu'on a fait. Je pense qu'on maîtrise bien notre course. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais je pense qu'on est passionné par ce qu'on fait puis on aime bien faire les choses. Ça se reflète dans beaucoup d'aspects de l'Ultra-Trail Aricana. Non, puis je pense que c'est aussi de diversifier le nombre d'événements amène une expertise à plusieurs niveaux. Tu sais, l'expertise que vous mettez, que vous avez appris sur Aricana, qui est là depuis 11 ans, l'Ultra Trail, il y a quand même le temps de lancer une nouvelle affaire, tu sais, le Trans-Charlevoix. Il y avait un comité aviseur, il y avait Joanie qui venait joindre l'équipe, mais il y avait quand même l'organisation d'Aricana autour qui pouvait aider puis qui amenait une expertise qui fait que l'an 1 est pas une page blanche puis on bâtit là-dessus. Oh non, mon Dieu, je pense que tu peux faire ça va être incroyable cette année là, tu sais, moi Joanie ses chapeaux là, le panier au complet de chapeaux. Elle a vraiment travaillé fort et bien, tu sais, puis elle a réussi à faire lever une course qui est pas facile, tu sais, à étapes, à contresens, il y a plein d'enjeux et tout ça qui se rattachent à ça, mais oui, tu sais, il y avait un peu le label de qualité d'Aricana là-dedans qui sont les gens qui travaillent en arrière de ça. Ouais. Je pense que ça te permet aussi de je suppose, tester des choses. Tu sais, moi, je le vois dans mon travail. Nous, on a le Festival d'été de Québec qui est la grosse patente. Ça fait 55 ans. On amène des centaines de milliers de personnes à Québec. Mais on a plein d'autres événements autour avec lesquels on peut s'amuser puis tester des choses. Parce que, tu sais, moi, je parle d'un point de vue strictement comme tester une nouvelle approche sur un festival qui amène du monde des 4 coins du monde, qui a 200 groupes pendant 11 jours puis qu'on accueille 1,4 million de personnes. Plus difficile de tester. Si on se plante solide. Par contre, testons-le avec un événement à plus petit déploiement. Testons une approche un peu plus audacieuse, quoi qu'on l'ait quand même avec le FEC, mais pour d'autres raisons. Testons-le, puis voyons après. Mais je pense qu'à Aricana, je suppose qu'en greffant plusieurs événements, il y a moyen de tester des choses sur certains événements, les appliquer aux autres. Tester des choses, mais tu sais, pour tester des choses, il faut que tes fondations soient solides. C'est des choses, tu sais, Aricana, c'est tellement rendu gros, là, tu peux plus juste te demander à ton beau-frère de venir t'aider à monter l'arche la veille de l'événement. T'sais, mais c'était ça au début, là, tu sais, on commençait le grand demi-marathon, puis je pense qu'on avait trouvé le criard le matin chez l'oncle de l'autre, tu sais, c'est pour le grand demi-marathon. Puis tu sais, nous, la façon là de s'assurer que les bases soient solides puis de construire, ça a été entre autres le move au niveau de la sécurité, le move au niveau de la gestion du montage de site. Il y a Gestev qui nous accompagne maintenant depuis 2 ans, voire 3. Puis, tu sais, c'est pour nous, on est ailleurs, là, tu sais. C'est juste de pouvoir déléguer des sections, mais en étant proche des opérations. Mais c'est pas pareil quand tu fais après là, des pros, tu sais, qui viennent t'aider. Pareil avec Montagne Explore, l'équipe de Jean-Marc, tu sais, on essaie d'upgrader, mais de sécuriser des aspects de l'organisation aussi avec des personnes de confiance, tu sais, d'année en année. Là. Ah oui, c'est clair. J'aime ça tantôt quand tu disais que le rôle de directeur de course c'est un peu mystérieux ou glamour. Les gens te voient, tu donnes des départs, tu coordonnes des départs, tu accueilles des gens à l'arrivée. Entre les deux, il y a plein d'affaires, mais je pense que les gens s'imagine quelque chose, puis j'ai comme le feeling à t'écouter qu'il y a du beaucoup moins glamour que ce qu'on peut s'imaginer dans un rôle de directeur de course, ou je suppose que c'est aussi du tout autre tâche connexe, puis les râteaux lèvent, puis il faut que tu les attrapes avant qu'ils se frappent d'en face. Exactement, puis moi j'ai pas fait un 5 à 7 d'Aricana en 3 ans, là, tu sais. C'est pas ma place, non, tu sais, c'est vraiment un rôle qui est très proche des opérations, là, comment ça se passe sur le terrain. Puis ça, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai vraiment changé mon approche presque à 180 degrés entre l'an 2 puis l'an 3 là, l'année passée. J'avais beaucoup, tu sais, une attitude de restons mon grand fond, surveillons les chiffres, soyons proches de la radio. Ça, la radio, là, pour ceux qui connaissent pas, c'est incroyable. On appelle ça la base, nous autres, là. L'aspect de communication. Comment tu communiques dans un territoire avec pas de réseau cellulaire sur des centaines de kilomètres et tout ça. Nous autres, on a une base avec, tu sais, c'est la gang de Gestev qui la gère, puis tu sais, c'est les filles, là, sont assis 3-4, ils prennent toutes les communications, s'assurent de redistribuer, tu sais. Ce qui est passionnant de l'événement, c'est que tu as un paquet de monde à t'apporter
Puis le rôle de la direction de course, c'est comprendre qui fait quoi, comment on marche, puis là, tu règles des problèmes à mesure. T'sais. Oui, tu crées des départs, essentiellement, c'est ça. C'est les parcours puis l'évolution des coureurs. Mais entre les deux, tu peux avoir de la sécurité, de la communication, de la logistique. Tu as plein de choses où tu vas venir aider. Puis, on a beaucoup de bénévoles, mais un bénévole, c'est pas pareil qu'un employé ou quelqu'un du staff. Ça prend pas le même genre d'initiative. C'est pas pareil. Fait que c'est de maîtriser tout ça puis de catcher qui fait quoi pour être réactif. Puis quand je te disais que j'ai changé un peu l'approche et que je restais beaucoup au Mont Grand Fond parce que j'étais avec la team de Sportstat, on voit l'évolution, on est capable de voir l'évolution de Ravito. Puis l'année passée, j'ai tout reviré ça de bord. C'est drôle parce que je disais à Jean-François Tapp au rencontre du trail, moi si je suis pogné pour aller en 4 roues sur un Ravito, c'est un fail parce que comme je patch quelque chose que j'aurais pu faire patcher. Puis l'année passée, il riait de bout. Puis l'année passée, c'est le contraire. J'ai suivi les parcours. T'es plus sur le terrain. Je pense que j'ai dormi 4 heures là, dans le 3 jours, c'était l'enfer, mais tu drives sur l'adrénaline. Oh oui. Mais c'était génial parce que, on a implanté l'année passée, entre autres, les pacers sur le 125, entre la Marmotte puis les Hautes-Gorges. Fait que comment ça va se passer? Est-ce que les bénévoles sont en place? Les coureurs, tu suis la progression de ta course. Puis moi, je trouve ça passionnant. C'est vraiment cool. Tu as la vibe des coureurs, tu as la vibe de tes équipes. Il manque-tu quelque chose? Ça en prend pas gros là, pour qu'il y ait un événement ou médicalement où il manque de la bouffe. Fait que faut que tu sois proche des opérations pour que ça marche bien. Là, non, c'est clair. J'aime ça. On voit le paquebot Arikana ou le sports car Arikana. Là, on lève le hood puis on voit ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui se passe en dessous de ça? Mais c'est ça qui est intéressant. Puis je pense que le plus on peut en parler puis le démocratiser un peu parce que le coureur, la coureuse, des fois, s'inscrit puis quand tu fais des courses un peu ailleurs qu'au Québec, tu vois à quel point nos prix sont bons pour des courses. Mais je peux comprendre quand t'arrives. Tu trouves ça élevé ou tu trouves ça bas par rapport à... Je trouve ça plus bas qu'ailleurs. Plus bas qu'ailleurs, ouais. Ça dépend parce qu'en France, tu vois, je pense qu'ils sont toujours être un peu minimalistes sur les prix et l'équipement obligatoire sur tout. Mais ça dépend les événements. Je pense qu'en France, t'as vraiment les deux extrêmes. Du trail roots organisé par un club de trail local dans le village qui sort ta course pour 20$. Puis t'as des grandes organisations qui c'est ça, qui chargent plus cher, puis il n'y a pas que l'UTMB dans ces grandes organisations-là qui essaient de pas mettre beaucoup de monde ces parcours. On a entendu dans les dernières années beaucoup de critiques à d'autres courses, bref. Puis aux États-Unis aussi, il y a quand même, je pense que ça ressemble plus, mais dans le Canada anglais, j'ai écouté le podcast, c'est Tout Trail la semaine passée, puis il en parlait, c'est Ben Boudreau qui vit dans l'Ouest, qui disait à quel point les prix aussi là-bas sont chers, puis au Québec c'est moins cher, puis mais je pense que de comprendre comment ça se passe par en dessous, tu comprends que ton 400$ s'en va pas pour payer une 8e voiture à Julien et Marlène. Tu sais, dans le sens que... Oh mon Dieu, tellement non, mais j'ai l'impression que des fois, le monde va il me semble que c'est cher la course. Oui, mais regarde qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, puis il y a plein d'affaires que tu vois pas non plus sur le terrain. Il y a une gang qui travaille dans le chalet du Grand Fond. Moi, je me rappelle, l'année passée, il a fallu que j'aille là-bas. C'est comme le chalet des bénévoles, puis tu rentres là, puis c'est une zone de guerre, puis il y a du monde qui court partout, à droite, à gauche, puis mais ça, on le voit pas. Quand tu es sur le terrain, il y a de la musique, c'est le fun. Marc-André Paillé qui crie à l'arrivée le nom des gagnants. T'as un band qui joue, t'as des kiosques. C'est un show. Ben, c'est un show, cool. C'est ça qui est trippant. C'est ça qui est le fun. C'est quand mais en arrière, on le voit pas. Non, c'est ça, tu le vois pas en arrière. Mais tu sais, quand tu arrives à faire un show, un événement, tu sais, la définition d'un événement, c'est qu'il se passe quelque chose. Exact. Puis tu sais, tant qu'à venir dans Charlevoix, prendre une fin de semaine puis t'entraîner 6 mois de temps avant, là, tu sais, il faut que ça soit le fun, il faut que ça bouge. Tu sais, la gang de Clay and Friends, là, moi j'ai trouvé ça drôle, ils faisaient faire du squat au monde du 125 km après, tu sais, je trouvais ça génial. Fait que tu sais, c'est toute cette expérience-là qui est importante à mettre de l'avant, tu sais. Le départ du 125, c'est un show en soi, tu sais, avec la toune du bon, la brute et le truand. Puis cette année, ça a été encore plus un show avec Ludovic Collet là, qui est arrivé à Acca. Qui a failli, ben oui. Ah mon Dieu, qui a failli pas arriver. Mais moi, il nous l'a compté à l'UTHC-TV. J'aimerais avoir ta version parce que je pense que tu étais rendu à être le Ludovic Collet du départ vu que l'autre n'arrivait pas. Ouais, puis c'est pas tant ma force. Je te dirais, tu sais, faut savoir où nos qualités ça commence et où elles s'arrêtent. Là. Moi, je te dis, craquer le monde. Faire mon speech en canot là, avec mes clients, ça me va, mais tu sais, craquer une foule de 200 personnes, c'est une autre histoire. Puis le gars, c'est sa spécialité, tu sais, il craque les foules avec TMB, les départs, tu sais, il est incroyable, là, tu l'écoutes, le gars, puis t'as la chair de poule, puis c'est drôle parce que là, on l'attendait, puis écoute, c'est pas des farces, là, là un moment donné, tu te fais un autre plan de match, ben c'est moi qui va le faire, puis tu fais ton petit speech de début, puis t'essayes, tu fais comme tu peux, puis là, un moment donné, on voit une caravane qui arrive, qui break la boucane, puis il restait littéralement moins d'1 minute avant le départ, la foule se fend, tu sais, j'en ai les frissons, je t'explique ça, la foule se fend, puis le gars arrive à la course, il me vole le micro dans les mains, puis là, il fait il craque la foule, là, mais tout le monde était comme... Le monde aurait oublié de partir, ça m'aurait pas étonné, tellement que le show était comme... c'était vraiment... C'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs pour nous. C'est le genre d'histoire qui fait que
sur le coup, ça doit être stressant, mais avec du recul, tu te dis, t'en as des frissons. C'est ça. C'est les histoires qui font qu'on se rappelle de certaines éditions. Ouais, ça fait 4 ans que t'es là avec Arcana. C'est quoi une anecdote, une histoire qui te vient en tête là tout de suite comme ça, à brûle pour point, de quelque chose qui s'est passé dans la course que les gens ont peut-être pas vu aller, mais que vous en arrière, il s'est passé de quoi, puis ça a été soit dramatique, soit magique, soit positif. Ouais, mais tu sais, moi, je suis vraiment content parce que on touche du bois. J'espère que la table en est faite. Tu sais, il n'est pas arrivé de bad luck encore majeur à Arcana pendant que je suis là. Tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe, qu'on ait tout le personnel, les intervenants, les équipes médicales. Fait que au niveau des choses comme ça, c'est des bad things, il n'y a rien arrivé encore. Au niveau des trucs plus anecdotiques, je sais pas, ça peut-tu être l'après-Aricana ou c'est le pendant Aricana? Ça peut être l'après-Aricana. Cette année, dans les moments forts d'Aricana, qui sont moins sur les sentiers, mais qui touchent plus l'équipe, on a vraiment eu... C'est la première fois que je sentais ça dans Aricana cette année. On a fait... Aricana, c'est un rush d'adrénaline pour nous autres. Puis tu sais, moi, à partir du moment où je mets un coureur dans un sentier, je dors pas, genre tant qu'il n'y en a pas. Là, ou j'ai un backup, j'ai François Jean qui est mon directeur de course. T'as Joe qui fait les courtes distances, mais François Jean qui on va s'alterner, puis on va être capable de prendre des décisions. Puis c'est un gars de Charlevoix, avec Camille, sa blonde, sont super impliqués dans le développement d'Aricana. Fait que j'ai comme un petit backup, mais sinon, j'ai vraiment du mal à aller dormir sachant qu'il y a des gens un peu sous ma responsabilité, entre guillemets. Pour toi, s'ils sont dans le parcours, ils sont sous ta responsabilité. Ouais, vraiment. Puis c'est primordial. Là, tu peux pas laisser du monde dans le bois en sachant qu'ils sont pas rentrés. Fait que faut le temps que tu fasses tes décomptes et tout. Puis une fois que c'est quand même beaucoup de pression, je trouve, là, parce qu'on peut-être qu'on s'en met beaucoup sur les épaules, mais ça nous tient à cœur. Mais tout ça, build up, là, tu es de plus en plus fatigué, mais tu tiens. Puis quand ça arrête, tu sais, le dimanche, puis que tout le monde est rentré, là, tu commences un peu à te détendre. Puis cette année, écoute, on a eu un moment incroyable. Tu sais, on se met tout le temps un immense chalet avec la gang, puis moi, ça m'a fait vraiment réaliser à quel point Aricana, c'était extraordinaire, parce que là, t'avais l'équipe, t'avais les fournisseurs de services qui étaient là, tu sais, Montagne Explore, Gestev, t'avais le CA. Le CA dans Aricana, là, ça implique au bout. Ah oui. Ça, c'est capoté, là, tu pourrais juste avoir du monde qui prennent des décisions, surtout qu'ils sont un peu basés à Montréal. Oui, ça pourrait être de même. Mais tu sais, les gars et les filles sont impliqués, ils ont les deux mains dans Aricana, sont passionnés de ça. Cette année, on s'est retrouvés tout le monde ensemble, puis moi, j'en ai des frissons, je te parle de ça, puis t'as vraiment l'impression que c'était une famille qui se tient, qui regarde tout le monde dans le même sens. Moi, c'est mon anecdote, c'est un peu ça, là, c'est moins terrain, mais c'est cette capacité-là qu'on a de travailler ensemble, se réunir, puis d'être un peu tout le monde sur la même vibe. Là. C'était vraiment nice. Ouais, c'est le fun. Ouais. On le sent, ça, tu sais, que c'est porté par une équipe. Puis souvent, les gens vont dire, ah ben Arcana, c'est Marlene, parce que Marlene est la directrice générale, on la voit beaucoup, puis elle en fait énormément, puis elle est impliquée. Tu sais, moi, je veux dire, je la côtoie, ben, pour Aricana, oui, mais je la côtoie aussi pour la Racine d'Or. Sur 10 000 projets. Elle est impliquée d'une façon exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait. Moi, je soupçonne que Marlène n'a pas le même nombre d'heures par jour que les autres, mais bon, ça, c'est juste ma théorie de vampire, ou je sais pas. Elle a 2 pour 1 sur le 24 heures. Elle a peut-être un 2 pour 1, ou en tout cas, il y a quelque chose, mais c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus de monde que ça, puis elle est très bonne aussi pour mettre les autres de l'avant. En fait, c'est une de ses plus grandes qualités. Je pense qu'elle n'est pas centrée sur elle-même, puis au contraire, elle met beaucoup les autres de l'avant. Ouais, mais il y a une équipe derrière, il y a une armée derrière un événement comme ça. Pour continuer sur ta parenthèse avec Marlène, moi, c'est une amie à la base, fait que je l'ai connue plus jeune, puis déjà quand même si c'est moi qui viens de l'île aux Coudes avec les parents, c'est elle qui avait eu cette vision-là, puis je pense qu'elle a ça dans le sang depuis qu'elle est jeune, de vouloir organiser des événements. Puis je pense pas qu'Aricana serait là où nous sommes aujourd'hui sans sa contribution. Puis en plus de ça, il s'ajoute toute l'équipe, le CA, tout le monde impliqué. Mais tu sais, quand tu as un événement qui marche, qui fonctionne, qui est un peu leader dans différents aspects, puis il y a d'autres courses aussi, ça fait en sorte que tu as envie de t'impliquer là-dedans. C'est motivant pour les troupes quand ça va bien, puis qu'il y a des projets. Fait que nous autres, on embarque, puis go. Ah ouais. Avant qu'on passe, j'ai vu qu'on parle de canot à glace quand même, parce qu'on est dans ton container. Dans mon univers, comme je l'appelle. Ben c'est ça. Aricana, ça fait 11 ans que c'est là. J'ai l'impression qu'il y a une recette qui d'année en année reste, puis il y a des nouvelles affaires qui arrivent d'année en année. Il y a toujours des nouveautés. Est-ce que ça vous met une pression de devoir innover d'année en année? Parce qu'on voit des courses américaines que ça fait 30 ans qui ont les deux mêmes distances. Puis on sent qu'à Aricana, puis les autres courses d'importance au Québec, c'est pareil. Que ce soit Québec Méga Trail ou autre, Gaspésia, Jeff Taps qui fait en Gaspésie.
c'est plein de nouveautés d'année en année. Jeff, il est pas pire aussi, Jeff. Ben, Jeff, il y a une course qui traîne sur le bord, il va la ramasser, il va la créer, la reprendre. Ouais. Mais y a-tu cette pression-là de se réinventer, même si la plupart des distances sont sold out année après année, même si les distances deviennent un peu mythiques, là, le 125 c'est rendu un incontournable, ton 42 c'est rendu un incontournable, y a-tu cette pression-là que vous sentez de réinventer, de changer les choses sur le parcours, de modifier, d'adapter? Ben, ce qui est le fun quand tu as une course qui marche, c'est que tu n'as pas besoin de mettre tous tes efforts de marketing ou de sollicitation de la communauté pour remplir tes parcours. Ouais. Tu sais, la base, elle fonctionne bien. Puis tu sais, je dis de la base, mais chaque parcours est extraordinaire, là, que tu fasses les Morios, Charlevoix, le Parc des Hautes-Gorges, même, tu sais, les gens qui connaissent pas le 42 Saint-Simon, tu l'as fait l'année passée, tu sais, c'est des beaux parcours. C'est magnifique. C'est trippant le matin sur le bord pas loin de la plage, fait que, tu sais, le fait de pas avoir à tout le temps, tu sais, mettons une course qui aurait de la misère à remplir ses spots, ben là, tu sais, tu travailles pour consolider, mais nous, on a peut-être le luxe, je dirais, d'aller justement dans l'évolution, dans l'innovation, ces choses-là. Fait que, tu sais, événement Arikana, c'est rendu gros, là, tu sais, c'est quoi, 7 événements en tout, donc, ouais, je pense que, je sais pas s'il y a une pression pour ça, je pense que oui, je pense que les gens aussi qui sont dans le CA, tu sais, la direction générale, c'est des gens qui aiment faire des nouvelles affaires. Ouais. Là, c'est un peu dans le personnel, je pense, dans ta façon d'être, ta personnalité. Moi, je sens moins cette pression-là, moi, j'ai une posture beaucoup plus de, tu sais, OK, voici le frame. Ouais. Comment on va faire pour y arriver, que ça marche bien, tu sais, les intervenants, chacun, tu sais, moi, je suis plus dans les opérations dans Arikana. Ma business, je suis un peu dans tout parce que c'est une PME, mais le côté Arikana, moi, je le sens moins, mais je sens pas non plus que on fait des choix qui sont risqués. Je sens pas que, tu sais, on a les moyens de nos ambitions. C'est ça qui est le fun, tu sais, parce que financièrement, ça va quand même bien aussi à Arikana. Fait que tu peux innover, mettre des sous en développement, des choses comme ça. Fait que, ouais, puis je pense que quand Arikana fait quelque chose, ben, il le fait pas à moitié. Mais tu sais, c'est pas à moitié, c'est pas juste des réseaux sociaux, c'est de mettre aussi les énergies dans tout ce que ça prend pour faire une course sécuritaire. Ouais, puis ça fait que tes parcours classiques qui reviennent d'année en année, ben, tu connais la recette, on les reproduit, puis ça fonctionne bien. Mais vos nouveaux parcours, on sent pas qu'ils sont... que c'est un test qu'on fait. Tu sais, moi, j'ai fait les 2 fois le 42 Saint-Siméon. Dès la première année, c'est une nouvelle patente. Je veux dire, on emprunte quoi? 4 km du parcours existant, non, un peu plus, 10 km du parcours existant. Ouais, de l'Épervier jusqu'au Mont-Enfant, la dernière section. La montagne noire. Ouais, exact. Tout le reste, c'est 100% nouveau. Ça faisait longtemps, ça faisait quelques années qu'Arikana piochait dans sa courbe. Là. Moi, on parle physiquement, les monde ne voit pas, mais le parcours du 125 dans lequel le reste s'emboîte. Ouais, le tronc commun. Là, on partait complètement ailleurs. Mais on n'a pas senti que c'est comme c'était un essai, puis c'est une version bêta. Non, nouvelle distance est prête, elle est disponible. Est à la hauteur du reste du parcours. Puis cette année, le 20 km, j'ai entendu tellement de bons là-dessus. J'ai quasiment le goût de 20 km, de m'inscrire le lendemain de mon 1nc25 juste parce qu'il a l'air beau. Ah ouais, tu l'enchaîneras back to back. Oui, c'est ça, un 140. Pour vrai, il est beau. Puis tu sais, dans le trail, moi, je trouve que oui, des fois, on va un peu idolâtrer les longues distances et les gens qui le font. Mais tu sais, moi, je trouve que les gens ont autant de mérite de faire un 5, un 10, un 20 quand ils sont rendus là, tu sais. Puis on a des beaux parcours, tu sais, quand tu fais toute la 5, 10, 20, 28, tu montes au sommet du Mont-Grand-Fond. La vue là, que tu as sur le fleuve Saint-Laurent puis le lac qui est juste en bas du Bellevaire, c'est magnifique. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour être dépaysé quand tu es rendu dans cette section-là de Charlevoix. Puis pour revenir à ton commentaire sur l'Orignac, ben, en amont de ça, 1 à 2 ans avant, tu avais du monde qui bûchait en train de refaire les sentiers parce que c'est tough là, quand tu es dans Charlevoix, la forêt se referme vite. Les petits organismes gestionnaires de sentiers, que c'est souvent des bénévoles, c'est du monde qui il n'y a pas beaucoup de sous là-dedans. Fait que c'est aussi dans la mission d'Arikana de contribuer à aider ces organismes-là en aidant, parce que c'est un peu du win-win. Là, oui, on passe, puis j'avoue qu'on brasse là, pendant 2-3 jours. Il y a du monde dans les sentiers, mais en même temps, c'est le leg que tu fais toute l'année de laisser des beaux sentiers aménagés, balisés, etc. Fait que, ouais. Canot à glace. Tu as parti cette compagnie-là il y a 4 ans, tu me disais, vous avez déménagé en famille. Le but, c'était de s'en venir ici puis de créer ça. Ouais, le canot à glace, là, c'est une maladie pour moi. Là. Je suis pas capable de m'en débarrasser. C'est ça fait depuis longtemps. Là. Ouais, mon papa en a fait... beaucoup de compétitions au Québec là, sur le circuit québécois de canot à glace. Mon grand-papa avant ça, depuis le local, le grand-papa Pelon, lui en a fait, là, mais il a connu quand même la fin de l'époque utilitaire. Okay. Le canot à glace, là, on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'était la façon de relier la rive sud, la rive nord, ou les îles de l'archipel du Saint-Laurent au continent.
Fait qu'il y a vraiment du monde, là, avant l'arrivée des traversées des hélicoptères, etc., il y a vraiment du monde là, qui se faisait lifter en canot l'hiver pour aller chercher de la malle, mais des fois, parce que la femme accouchait, il fallait aller à l'hôpital. Il y a tout un contenu historique qui est passionnant avec ça dans le développement du Québec. Et à Québec, c'était beaucoup de familles qui occupaient là, comme des compagnies qui faisaient ce service-là. Fait que bon, je baignais un peu là-dedans familialement. J'ai décidé de m'y mettre à 18-19 ans. Puis c'est ça, là, avec les chums, on a construit une équipe. Puis c'est drôle, c'était un peu les premiers steps de l'entrepreneuriat. Construire une équipe, des partenaires, les ressources humaines qui sont motivés tes gars à se présenter à 6 heures à la pratique. Fait que j'ai évolué là-dedans, parallèlement aux études, puis j'ai jamais été capable de lâcher ça. Là, c'est un peu que c'est addictif là, pour moi. Là, c'est ça que je fais l'hiver. Je fais aussi du ski, plein d'autres affaires, mais c'est mon sport à moi. Puis les gens de Québec connaissent beaucoup le canot à glace de par la compétition de canot à glace, la course dans le cadre du carnaval. Ouais. Mais je comprends qu'il y a beaucoup plus que ça. Puis il y avait un réseau de courses. Il y a un réseau de courses au-delà de ça. Exactement, qui a été un petit peu sur pause là, durant la pandémie parce que c'était des événements. Tu sais ce que c'est, là, ça a été dur. Fait que tu sais, il y a des courses à l'île aux Coudres, Rimouski, Montréal, des courses à Québec. Il y en a une maintenant à la baie de Beauport ici. Port-Neuf. Donc, oui, nous autres, on de fin de semaine en fin de semaine, là, on réparer le canot, cirer le canot, se promener d'une compétition à l'autre. Fait que ça, c'est le trip de compétition, de gagner, d'aller vite, de s'entraîner, nanana. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé au bout, j'aimais toujours le canot, mais je suis arrivé un petit peu au bout de la période où, je voulais compétitionner puis me déplacer. Puis là, j'ai réfléchi à un projet d'entreprise. Mon père était entrepreneur, il y a une compagnie dans l'électronique maritime, on était un peu tout là-dedans. Puis on avait pris une sabbatique en France, moi puis ma blonde, puis là, on se disait qu'est-ce qu'on ferait bien en revenant. Fait qu'on habitait à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent, avant que les régions deviennent à la mode suite à la pandémie, là, on va se le dire, là, les maisons se vendaient pour une bouchée de pain. Puis on adorait cette région-là, mais j'avais un petit peu cette fibre-là en moi, puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Je me suis mis à faire mon petit plan d'affaires là, en France. J'ai tout contacté les gens ici, là, les gens du tourisme, le port, etc. Fait que j'ai monté mon projet d'affaires, puis j'ai starté. Le but étant de partager cette passion-là avec le plus grand nombre. Là. Nous autres, on est axés sur l'initiation, la découverte. Fait que le but, c'est de faire vivre aux gens le trip de canot qui nous passionne. Fait que... C'est ça, fait que vous amenez les gens qui sont intéressés, que ce soit des touristes ou des locaux, exactement. Sur le fleuve, une expérience d'introduction au canot à glace. C'est ça, c'est pas un sport que tu peux laisser les gens partir avec un bateau. Clairement. On voit, c'est sombre, là, mais tu as vraiment des glaces qui cheminent dans le courant, que ce soit montant, descendant. Fait que c'est d'amener les gens un peu à vivre l'expérience. C'est des expériences qui ont guidé. Fait que nous, dans le fond, notre force, c'est de... on habille les gens là, top qualité pour venir avec nous autres, préparer les bateaux, on leur fait les instructions. Fait que des gens avec un background là, simplement actif peuvent se permettre de vivre ça avec nous autres. Fait que c'est vraiment cool. Puis l'alternance avec le trail est nice aussi parce que je sais pas si c'est comme moi, mais moi, faire tout le temps la même affaire, je lâchais quand même une job au gouvernement. Là, j'ai pris des risques, mais c'est un beau risque, je trouve. C'est ça. Je fais plein d'affaires, puis c'est deux univers qui, oui, se recroisent parce que c'est le sport, le plein air, mais c'est deux univers différents. Puis moi, je sens vraiment que je m'accomplis là-dedans, là, dans le sens que je trouve ça cool d'avoir ma business, mais c'est beaucoup de responsabilités. D'arriver avec Aricana avec une team solide qui est autour de moi. J'embarque dans le flow rendu au printemps, puis je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est un pari risqué, surtout avec la pandémie, là, on a mangé une méchante volée. C'est ça, il y a 4 ans, tu as parti ça quoi, en 2019, 18? J'ai réussi à faire un hiver complet avec l'entreprise. Nous, on opère de décembre à mars. Ouais, c'est ça. Mais ça a passé proche que si la pandémie arrivait 2 mois plus tôt, là, mon pari de vie aurait été une autre histoire. Fait que on était un peu amputé en 2021, là, 60% de la saison. Mais quand tu crois à quelque chose, tu t'accroches, tu persévères, ça finit toujours par porter ses fruits, là. On dirait un speech cheesy, là. Mais... Ben écoute, ça me fait une belle citation pour promouvoir l'épisode. Ouais, exact. Mais pour vrai, tu vois le setup, tu serais venu il y a 2 ans, c'était une petite binerie, là, c'était 2 roulottes puis 2 canots. Là, on est rendu à 6 canots. On a une belle collaboration avec les gens du festival d'été. C'est drôle, tu travailles là, tu le savais pas, puis c'est leurs équipements qu'on utilise. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a du monde dans mon équipe qui l'ont appris. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui fait la veille médiatique, là, à travers autre chose. Puis, à un moment donné, elle m'envoie un article, elle fait... On fait ça, prêter des containers à une affaire de canot à glace. Je fais, ben oui, j'ai su ça la semaine passée, mais c'était pas dans le cadre de mes fonctions. J'ai pas mis l'équipe qui t'a prêté, qui te prête des containers, puis toi, je les ai pas mis en contact. Je connaissais pas ça, mais ça venait d'ailleurs. On savait pas ça pantoute, mais surprise, tant mieux si on peut aider. C'est cool parce que, tu sais, on reste une petite business. Je dis pas que c'est précaire parce que c'est de plus en plus solide, mais tu sais, c'est saisonnier. La pandémie, tu sais, ça a été tough, là. Tout ce qui est relié au tourisme, je suppose que toi, tu as une clientèle qui est touristique aussi. À 40% à peu près, mais 60%, tu sais, québécois. On veut rester
rester proche. Ben, on veut rester proche du monde. Là. Le but, c'est pas juste que ce soit des gens qui soient de l'extérieur. Fait que les gens qui ont toujours vu la course en canot sur le quai maintenant peuvent le faire. Fait que ça, c'est très cool. C'est nice, mais pour en revenir au fait que c'est génial parce que il y avait. Bon, il y a des discussions qui se sont passées dans les hautes sphères. ça a bien débloqué, je suis content, mais. C'est le fun parce que nous, on sent qu'on s'implante de plus en plus dans le paysage un peu comme touristique, événementiel, activité, attrait, ce mix-là. Puis là, de savoir qu'on a un appui comme ça, c'est des reconnaissances qui font vraiment plaisir. Hey, Julien, ça fait 4 ans qu'il va son affaire, on va l'aider, on va y amener ça. C'est cool parce que tout seul, tu peux pas faire grand-chose, mais en gang, tu peux faire des belles choses. Puis nous autres, ce qu'on vend, c'est de l'expérience hivernale. Fait que, on est là pour rester puis upgrader cette expérience-là. On fait partie de l'offre. C'est d'avoir ce coup de main-là cette année, honnêtement, c'est extraordinaire. C'est drôle, moi je me rappelle, je venais de rentrer, moi je suis arrivé, ça fait 1 an là, que je suis au Festival d'été, puis Claude Doré, qui est notre président, directeur général adjoint, une journée, Claude il est très drôle, ben, tu le connais, c'est tout qu'un personnage, je l'adore ce gars-là. Il arrive, il dit « Hey, je viens de dîner comme tes chums. » OK, qui? Le gars des courses en Charlevoix. Là, je sais, un de mes chums, moi je cherche dans mon cercle proche, tu sais, chum dans Charlevoix. Oh ouais, le gars des canots à glace. Moi, à ce moment-là, je sais pas que t'as parti un truc des canots à glace. On se connaissait pas par ça. Ben non, on se connaissait, on s'était croisés. À ce moment-là, on s'était croisés à Arcana une fois. C'était tout. T'as raison. Je tape sur Google canot à glace. Là, je vois ta face. OK, Claude, t'as rencontré Julien. OK. Claude a fait un lien. Lui, il me dit, j'ai dîné comme tes chums. Mais j'ai compris par après. C'est cool. Tu sais, tous les gars qui installent l'équipe du FEC sont venus. Fait que, c'est le fun parce que Québec, c'est un village. Hein, c'est petit. Puis là, de commencer à faire notre place là-dedans. Puis en même temps, c'est ça, d'essayer de redonner, de parler de ce qu'on nous prête et tout ça, puis d'essayer d'être comme un tout qui participe à l'essor de Québec, puis l'hiver, là, c'est pas là où c'est dynamique l'hiver, mais c'est quand même plus dynamique la saison estivale, on le voit dans les business touristiques. La communauté ici cherche des choses à faire, puis on a quelque chose qui est unique au monde, ça existe nulle part ailleurs. Fait que nous autres, on est là, regarde, t'en as un entrepreneur qui est motivé, qui a l'expertise, go, là, on va amener ça, on va se démarquer. Là. Dans le touristique, tous ceux qui œuvrent là-dedans, oui, ils veulent vendre leur business à eux, mais il y a une entraide qui est nécessaire parce que collectivement, tous les business en tourisme vendent Québec. Puis c'est là qu'il y a la différence versus d'autres industries où il part une compétition qui est seulement axée sur la compétition, sur ton produit. Là, toi, t'as ton produit, d'autres compagnies touristiques autour ont leur produit. Mais la mission, c'est de vendre tout le monde ensemble la ville de Québec. Puis après ça, quand le monde aura choisi Québec, là, ils verront c'est quoi l'offre. Fait qu'il y a une entraide naturelle qui est nécessaire. Puis je pense qu'un milieu comme Québec le permet versus d'autres grandes villes où il y aurait peut-être 22 compagnies de canots à glace, puis 38 festivals, puis 75 hôtels qui accueillent les touristes. On est dans un autre univers ici. La pandémie a eu ça de positif, c'est qu'on s'est mis à travailler tout le monde ensemble. Entre autres, l'office qui gérait, fait des deals ensemble, puis on va vous aider. Écoute, moi j'ai appris à connaître les gens de Fat Bike Québec, j'ai appris à connaître la gang du Strom, on connaissait déjà, mais tu sais, la glissade de la terrasse, il y a plein d'attractions comme ça avec qui on s'est mis à travailler. Puis honnêtement, de manière classique, tu pourrais penser genre, hey non, tu sais, je prêche pour ma paroisse, les gens vont venir chez nous, mais tu sais, il y en a là de la clientèle touristique à Québec, fait que plus on s'entraide, plus on se fait connaître, plus c'est dynamique. C'est différent de l'événementiel, tu sais, l'événementiel c'est un one-shot deal. Nous autres, c'est comme on est là sur des mois à proposer une activité, fait que tu sais, il faut s'entraider, il faut s'envoyer de la clientèle, fait que tu sais, puis au final, c'est un écosystème qui se nourrit, là. Les gens ils viennent pour une demi-journée, une journée d'expédition. Les gens traversent pas l'Atlantique pour venir faire du canot à glace pendant une demi-journée. Ils viennent visiter Québec, découvrir Québec, puis ils se rendent compte de l'offre qu'il y a, fait qu'ils vont rester 5, 6, 7 jours, puis là, ils vont tout faire ça, fait qu'ils ont besoin de connaître ce que les autres font, puis ils ont besoin de savoir qu'en finissant ici, si on trouve un peu ça tough, ces glaces, ils peuvent aller au Strom Spa pour se détendre, puis le soir, ils peuvent aller souper à tel endroit dans le petit Champlain, puis tu sais, de connaître l'écosystème. Tout le monde a besoin de travailler ensemble. Là. Exact, c'est ça, puis tu sais, ce qui est cool, c'est d'upgrader, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, t'as un setup, puis d'année en année, t'aimes ça améliorer, tu sais, cette année, on a acheté un conteneur pour réparer nos embarcations, tu sais, des choses qui ont l'air bêtes, là, mais ça facilite tellement les choses. On a une micro là, qui est Emporium qui vient s'installer pour proposer leurs produits cette année. Ça, c'est vraiment très cool. Moi, je rêve l'année prochaine d'avoir un 2e étage, puis le Strom Spa, il va être sur le top. Là, ils finissent leur excursion, puis ils sont dans leur salle de massage en haut. Puis... Je sais pas si on va embarquer dans les massages, mais certains. Fait que là, tu me dis, si l'an prochain, il y a un 2e étage avec un spa, je pense qu'il va falloir faire un autre épisode ensemble. Puis moi, en mode terrasse, coucher de soleil. C'est bon, tu vas me motiver à garder mon projet vivant pour l'année prochaine. Et voilà, exact. Quand on s'installera les micros sur le top avec la vue sur le fleuve de jour, bref.
Ah, mais c'est cool de voir que ça marche bien, puis qu'il y a de la clientèle, puis que tu peux... Après avoir survécu à la pandémie, honnêtement, il peut rien avoir pire, là, en termes de remise en question personnelle. J'ai-tu fait les bons choix? Est-ce que l'entreprise va survivre? Ça a été tough, là. Fait que là, une fois que c'est fait... Go. C'est des belles années, là, depuis l'année passée, là, on a passé la période tough, là. On n'est pas à l'abri de rien, mais au moins, d'avoir un petit répit, ça fait du bien. Ah, c'est cool. J'ai comme l'impression que tu avais déjà cette alternance-là de l'été, on court en trail, puis l'hiver, on fait du canot à glace, puis tu as comme transposé cette combinaison-là à ta vie professionnelle. Professionnalisé, exact. C'est malade. T'as tout compris. T'as la combinaison de tout ça, c'est vraiment trippant. Écoute, Julien, c'est un grand plaisir de découvrir... toi à travers ces projets-là, mais c'est le fun d'entendre. On dirait que, comme je le disais tantôt, c'est le fun de découvrir ce qui se passe en dessous du capot, voire en arrière, parce que on n'a pas idée. Ben, je sens que tu trouvais ça un peu mystérieux, puis je le sens là, quand les gens ils disent hey, la direction de course, wow, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Et puis moi-même, je me le demandais, comme je te disais tantôt au début. Puis plus tu t'impliques dans ton organisation, plus tu vois comment tu peux apporter des choses à tes différentes équipes. Fait que ouais, c'est un beau poste, honnêtement. C'est un poste qui prend du temps à se l'approprier, contrairement à du montage de site que, tu sais, day one, tu montes des clôtures, puis tu montes des clôtures, tu sais, mais c'est ça. Tu comprends ce que les gens font, puis essayer de rendre leur vie un petit peu plus facile, plus optimale, tu sais, puis ton événement... tu sais, quand tu vois que ton événement, il marche, à la fin, t'es vraiment fier. Ouais, c'est clair. Tu sais, là, à Ricana, cette année, le show de Clean Friends, la remise des médailles avec Mathieu Blanchard, il y avait tellement une énergie dans l'air, là. T'sais, on est vraiment fiers de ça. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce micro-là, quand le monde parlait de ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a senti là, OK, la pandémie est derrière nous. T'sais, on a senti que Arikana, l'événement comme on le connaissait, était de retour à grand déploiement, parce que 2020, version pandémique, 2021, il y avait encore des contraintes, il y avait encore pour tous les événements au Québec, puis cette année, on a senti le retour de notre sport, de notre communauté comme on la connaît. Puis là, d'avoir 3-4 000 personnes sur le site, le show, je veux dire, c'était plus gros qu'on avait jamais vu. Juste le cas de vivre et de profiter. Là. Ouais. Ouais, puis tu sais, quand on avait fait le move du 125, de mettre ça de départ le vendredi midi, au début, on était un peu hésitant, mais on sent que les gens, en plus on retrouve une vie plus normale. Les gens restent sur le site, ils viennent pas à course à Ricana puis in and out. Fait que, honnêtement, cette année, là, on a trouvé une formule qui était vraiment chouette. Fait que on va continuer un peu à travailler dans ce sens-là pour l'année prochaine avec tous nos petits événements là, qui se greffent, petits et moyens qui se greffent autour. Alors, c'est cool. Puis, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que quand tu viens faire le 125, tu restes pour le week-end. Tu vas finir ta course quelque part le samedi, mais tant qu'à être là, tu restes jusqu'au soir, jusqu'au dimanche, profite de la région. C'est tellement cool finir une course puis être sur place. Ben oui, si tu cours une course qui est le dimanche, arrive le vendredi soir, puis il passe le samedi sur le site, aller aider, je veux dire, il y a moyen de s'impliquer, mais il y a moyen de juste profiter de l'événement. Puis venez pas juste faire votre course, j'arrive 2 minutes avant le départ, puis je repars 2 minutes après l'arrivée. Tu sais, un événement comme Arikana, puis tous les autres qu'on a au Québec, ça se vit dans la durée. Ouais. Tant qu'à être là, on fait de la route, on se déplace, on a un Airbnb, un hôtel, une tente, un camping, peu importe. Restons là plus longtemps. Là. Ouais. Tu sais, ce qui est cool aussi, là, c'est qu'on voit que les gens viennent, mais les organisations de course viennent. Ouais. Tu as Gilles Poulain qui vient depuis des années, s'occupe d'un ravito. C'est cool là, de savoir ça. Là, que tu sais, t'es pas des compétiteurs, là, c'est juste du monde avec qui tu partages une passion, puis tu vas t'entraider d'une course à l'autre. Éric Lévesque aussi, là, qui vient nous aider. Tu sais, fait que c'est tellement une belle communauté, puis il faut maintenir ça, je pense, ce sentiment-là de... Ce côté-là sain, entraide, là, les uns pour les autres, collaborer, ouais. C'est quelque chose que je pense qui est important pour nous, puis c'est ça qui nous fait vibrer, là. Je vois pas sur quoi de mieux on pourrait finir, ça finit sur une belle note. Je dis finir, là, tu le sais, on s'en va vers les questions avec l'Arnac, on change le mode complètement, là... Je sors le chrono, puis là... C'était doux, hein, jusqu'à présent? C'était doux, mais là, on change le mode complètement, là. Tu connais les questions avec l'Arnac. 2 questions en opposition. Faut que tu répondes le plus rapidement possible. On est en présentiel. Je le sais que ça va aller vite. Fait que là, il faut que je me prépare. Je sors le chrono. Je vais monter même la luminosité de mon écran parce que on dirait que je vieillis. Hein? Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Roulant ou technique? Technique. Tuc ou casquette? Casquette. Montréal ou Montagne Noire? Montréal. Question NAC, Lime ou Melon d'eau? Melon d'eau. Des plus ou des moins? Des plus. Tuc ou casquette? Casquette. 50K ou 50 000? 50 000. Printemps ou automne? Automne. Canot ou course? Canot à la course. 16 secondes, très fort. Excellent. Écoute,
Canot course, t'as répondu comment? Canot à la course. Canot à la course, c'est bon, à la ça? course. Ça a sorti de même. C'était pas stagé, je te le garantis. Très fort. Bon, mais est-ce que tu réussis course à faire en canot, je l'ai inversé. C'est voilà, ça, course en canot. Course de canot. Tu réussis-tu à choisir entre les deux ou c'est un amour parfait non, comme quelqu'un qui aime ses 2 enfants? Non, mais la beauté de la chose, c'est que c'est ça la beauté des saisons au Québec. C'est chaque saison a son avantage. Puis, tu sais, moi, l'hiver, j'étais en mode canot à glace, mais tu sais, une fois par semaine, une fois par 2 semaines, je vais faire mon petit jogging pour la course, pour moi, ça me ressemble dans ma tête. C'est un équilibre de vie. Puis moi, je cours tout le temps avec de la musique. Casquette et musique, et bâton maintenant, surtout quand il y a 10 et plus. Mais j'essaie de le garder, mais tu sais, je me mets pas de pression de performance, de défi. La base de cardio puis de physique, je la maintiens. C'est ça. Nous autres, on est sur l'eau, tu sais, 1 à 2 fois par jour durant tout l'hiver, une centaine de sorties en canot. Fait que c'est pas la même mécanique, mais je sens que ça fait du bien au corps. Je vois plus en musculation, cardio, alors que là, je vois plus en endurance l'été. Puis j'adore faire cette... ça semble une belle combinaison. Je suis tout excité de reprendre le trail, mettons. Oui, c'est ça. Bon, là, je me brûle pendant la saison, je me prends un petit 2 semaines de congé, en famille au printemps. Puis là, hop, je me remets à regarder mes défis, dans quoi je vais m'inscrire. Fait que c'est ça. Je trouve que ça permet de varier, puis moi, je suis bien heureux là-dedans. Tu as décidé ce qu'allait être ton défi de 2023 de course? Non, c'est une bonne question. Moi, je suis pas tant attiré vers les UTMB de ce monde, ce genre d'affaires-là. J'aime bien trouver des petites courses locales là, où je peux... J'aimerais ça aller courir dans les Pyrénées cette année. Ouais, on est, tu sais, avec la belle famille, on est plus proche des Alpes et tout ça. Fait que là, les Pyrénées, j'avais beaucoup aimé voyager dans le Pays Basque, ce genre de choses-là. Fait que c'est quelque chose qui m'attire. Au Québec, j'ai pas fait de course en Gaspésie encore, fait que possiblement que je vais regarder de ce côté-là. Il y en a de plus en plus? Ouais, il y en a de plus en plus. Fait que non, honnêtement, j'ai pas commencé à regarder, mais je sais que c'est tout le temps le fun de combiner une petite course avec un petit week-end. Ça, on a un petit bowler aussi, fait que on va mettre ça sur la route puis on va aller s'amuser. Puis surtout, tant qu'aller en Gaspésie, tant qu'à faire la route, on va rester dans la région un peu plus longtemps. Je veux dire, nos courses ici qui peuvent se faire in and out dans la journée, on peut aller passer du temps là-bas, mais là, tant qu'à traverser, faire 5, 6, 7 heures de route, faut rester profiter de la région. Puis, moi, j'ai appris à connaître Jean-François Tappe avec les rencontres du trail. Ouais. J'espère que ça va revenir, cette initiative-là, parce que c'était une fabuleuse manière de se concerter entre professionnels là, du milieu. Puis je le croise aussi à l'AEQ, parce que nos chapeaux d'entreprise de plein air. Fait que moi, j'aimerais bien ça, il lâche une petite visite s'il nous écoute. Là, j'attends son invitation. Jeff, l'invitation est lancée. On le sait qu'il écoute en plus. Tu disais que tu écoutes avec de la musique. Moi, récemment, j'ai lancé le Walkman de Pas sorti du bois, qui est une playlist Spotify de chansons créées par les invités et les auditeurs de Pas sorti du bois. On a mis ça ensemble, on est rendu, je pense, à 10-11 heures de musique. À chaque invité, je lui demande quelle chanson on ajoute. Donc là, Julien, tu me dis que tu cours avec de la musique. Qu'est-ce qu'on rajoute sur la playlist? Ce serait quoi ton choix? Hey, c'est une bonne question. Là, tu me prends vraiment par surprise. Moi, là, ces temps-ci, j'écoute, pour me motiver là, dans mes opérations et ça, j'écoute du rock'n'roll. On pourrait-tu rajouter une tune des Rolling Stones? Ben oui, j'espère. On fait ça. Du vieux rock? Ouais, du vieux rock là, qui nous motive. Puis c'est ça. Mais tu sais, chaque moment, chaque mood est différent en course. Des fois, j'écoute plus du beat techno. Des fois, j'écoute de l'acoustique, du piano. Ça dépend vraiment. C'est ça la beauté, c'est de se retrouver dans sa tête. Puis une petite tune des Rolling Stones, ça me plaît. J'aime ça. Je pense qu'on n'a pas encore de Rolling Stones là-dessus. Mais ce qui est le fun, c'est que vu qu'on ratisse large, parce que c'est des auditeurs, des invités, justement, la playlist pitch vraiment partout. Puis moi-même, je m'amuse à découvrir des trucs parce que, je veux dire, les gens m'écrivaient des choses, je les rajoutais dans la playlist, mais j'écoutais pas systématiquement les chansons avant de les mettre. Je les pitchais là. Puis là, entre 2-3 tunes que je connais, je fais « Oh, c'est bon, ça sort le sel. Ah, OK, c'est ça. » Tu sais, des fois qu'on fait des intervalles à côté, moi, j'aime ça écouter de la musique pour ces espèces d'entraînements-là de route intense. Ça fait du bien. On parlait de Marlène qui a plein de projets, mais toi, t'es un pas pire aussi. c'est pas du même genre, là. Je sais pas si on approche la fin, mais moi, je tenais à te féliciter pour tout ce que tu fais pour l'univers de la trail au Québec. Franchement, ça m'impressionne. Je suivais tes podcasts au début, je continue à les suivre. J'en reviens pas que tu sois rendu à l'épisode 131. C'est impressionnant. Je vois ton setup aussi qui se professionnalise. Tranquillement, hein? Ouais, c'est vraiment hot. Fait que bravo pour tout ce que tu fais. Puis tu me parlais de ta philosophie avec les partenaires tout à l'heure. Puis je trouve que je sens bien ton projet. Je trouve que tu es à la bonne place. Puis j'espère que tu vas continuer, mais là, je vois pas comment tu vas faire pour continuer bénévolement en ayant un job en com qui te prend et tous tes projets qui s'en viennent. Donc, exact. Ben écoute, on s'adapte. Puis comme je te disais, comme on parlait tantôt par rapport à la stratégie partenaire ou la stratégie du podcast, c'est de garder cette espèce d'indépendance-là qui fait que je peux faire ce que je veux quand je veux en ce moment. J'ai la chance que les quelques partenaires que j'ai choisis, qui m'ont choisi, qu'on s'est choisi,
c'est parce que eux ils aiment cet aspect-là que je fais un peu n'importe quoi puis je pitch partout puis je vais essayer un épisode de balado-réalité où je cours avec mon sel dans les mains puis un autour du feu puis telle affaire puis aller au Noctem enregistrer. Puis moi, ben c'est ça qui rend ça, qui conserve ça le fun puis nouveau parce que si j'avais un cadre, si j'avais des contrats, des contraintes, c'est pas pareil, hein. Exactement. Là, je dois rien à personne, j'ai juste à faire les épisodes quand ça me tente. Puis en ce moment, ça me tente souvent. Mais moi, je le sais que je veux faire ça vraiment très longtemps. Je veux à un moment donné être rendu à 10 ans de pas sortir du bois puis 15 ans de pas sortir du bois. Mais est-ce que ça va être tout le temps à 55 épisodes par année? Combien t'en fais 55? J'en ai fait 55 en 2022. Mais est-ce que ça va être encore ça? Je ne crois pas. La vie change, la vie amène des nouveaux défis, des nouvelles patentes, puis on va s'adapter, mais je pense que après 131 épisodes, il y a une habitude qui est créée. Puis si à un moment donné, ça devient bimensuel au lieu d'être chaque semaine, puis qu'une fois par 2 semaines, il y a un épisode qui sort, je pense pas que ça change grand-chose dans la vie des gens, tu sais. T'as-tu de la relève? Non. T'as un petit deuxième en vue qui pourrait animer ça, tu sais, en conjointement avec toi. Ben là, j'en ai quelques-uns des co-animateurs. Il y a Anne Bouchard, que j'y ai prêté le micro d'animatrice le temps d'un épisode. J'ai Nicolas Dan, qui est devenu un co-animateur. J'ai fait un épisode avec Marc-André puis Marie-Ève de Tout Trail. Marianne Hogan est rendue qu'elle a un abonnement mensuel au podcast. Fait que j'ai plein de gens autour. C'est cool, ça. Mais je prépare pas de relève. Pour l'instant, je compte rester là. Bon, mais écoute, on va se donner rendez-vous l'hiver prochain sur mon deuxième étage. Moi, je trouve ça le fun. J'aime ça avoir des objectifs concrets dans la vie. Puis tu viens de m'en donner un devant tous tes auditeurs. Parfait. Fait que, terrasse, bar sur le toit. Je dis pas qu'il va y avoir un sauna, mais je vais travailler fort pour le deuxième étage. Écoute, moi, je le dis tout le temps, mon objectif long terme, c'est de faire la Western State. Fait que pour le faire la Western State, quand ça arrivera, quand je serai enfin pigé, ben faut que je fasse une stratégie d'acclimatation à la chaleur. Fait que là, s'il y a un sauna en haut, ça pourrait être on enregistre un épisode dans le sauna, en train de suer pour s'acclimater parce que tu viens avec moi à Western State. En tout cas, il y a de quoi à faire, les gens. En attendant, je connais une course qualificative si tu t'en cherches une. Je sais pas. Je suis pas mal déjà annoncé que ça va être ça, ma course qualificative de 2023. Excellent. Ben, je t'en souhaite une belle. Fait que tu vas être avec nous sur le 125 cette année. Tout à fait, exact. Cool. Je dis à la blague à la gang l'UTHC TV que je l'ai lâché pour 2023 parce que j'allais t'occuper à faire autre chose. Pour une bonne raison. Tu vas être dans les parages quand même. Merci beaucoup, Julien. Ça a été hyper intéressant de découvrir tes projets, mais surtout toi, ta personnalité. Je pense que j'ai aucun doute que les gens vont apprécier, puis ça peut en plus leur donner le goût d'aller visiter Charlevoix cet été, que ce soit dans le cadre de la course ou à un autre moment. Surveillez ça. Il y a même un demi-marathon qui s'en vient à l'île aux Coudes, organisé par Événement Ricana, avec des surprises dans les sentiers peut-être, fait que ça va être bien intéressant. Ben écoute, merci, c'est un plaisir de t'accueillir dans nos installations, puis bonne préparation pour ton 125. Je te souhaite ta Western State et une belle course en Arizona, c'est surtout ça qui s'en vient, je pense. Ouais, exactement. Fait que en fait, je pars dans quelques jours. Au moment de la diffusion, je vais déjà être rendu là-bas. Puis, en train de faire un autre podcast. Ben c'est ça, parce que, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que je suis pas le seul Québécois qui a fait. Il y a 2 autres gars qui la font aussi. Puis je peux rien promettre, je peux rien garantir, mais d'après moi, mercredi prochain, je vais avoir de quoi vous présenter, les gens. Je sais pas ce que ce sera, dans quelle forme, mais je pars avec mon sel, puis mon ordi, puis peut-être un micro. Fait que on verra ce que ça donne. Un début d'annonce. On verra ce que ça donne. Ça prendra la tangente que ça prendra. L'objectif numéro 1 reste que de finir ce 100 000-là. Mais c'est du spontané. Oublie pas ta crème solaire. Et voilà. C'est important, ça. Elle est loin. Elle est loin. Elle est très loin. Je pense que je l'ai même pas amené à Ricana me disant que c'est Ricana, il fait. Puis tu vois comme quoi ça peut changer de bord. Tu te rappelles ma face quand on s'est vu, 42-6 millions. Je courais pas loin. Je pense que j'étais avant ou après ta conjointe. Puis les deux, on avait la même face un peu blême, je pense. Ouais, pour la petite anecdote, j'étais sur le ravito McLeod, qui est le deuxième ravito du 42 Saint-Siméon. Puis je vois Yannick arriver avec sa camisole de Q. Puis la crème glacée commence à fondre sa camisole. Ouais. Mais quel beau parcours. J'arrête pas. Je l'ai fait 2 ans en ligne. Puis là, je le ferai pas l'an prochain. Mais si vous cherchez un 42 technique qui est différent. Il est vraiment beau. Tu sais, il est le fun, le tronc commun, puis je veux dire, on revient à Ricana année après année, on touche à plein de distance, on s'amuse sur ce tronc commun-là, puis il est le fun, mais là, ça ajoute un petit côté piquant, nouveau, différent, avec un sentier beaucoup plus sauvage, avec des sommets chauves, puis des portions, des descentes techniques, de quoi qui est complètement différent de ce qu'on a ailleurs, fait que c'est bien trippant. C'est cool, bonne chance pour l'acclimatation à la chaleur. Moi, je sais que c'est mon enjeu numéro 1 en course. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, la descente et l'acclimatation à la chaleur. Fait que voilà. Je t'en souhaite une bonne, mais là, il a fait chaud à Noël, mais pas assez pour s'acclimater peut-être au désert de l'Arizona. Mais c'est pas si pire en janvier. On verra peut-être que je vous dirai une chose différente la semaine prochaine. Mais moi, quand je l'ai fait, cette course-là, il y a 4 ans,
C'était 20 degrés au max là, le jour. Fait que c'est pas Phoenix à 45 degrés pendant 6 mois. Là. Je te souhaite une très belle course. Puis écoute, merci encore de nous avoir merci à toi, visité. Ben, écoute, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Je te souhaite un bel hiver parce que vous autres, la saison ne fait que commencer pour le canot à glace. Début de saison, puis une saison qui s'annonce très belle. Là. On a une belle équipe, du beau staff. On a tout renouvelé nos équipements. Fait que c'est des choses qui nous motivent. Puis on est bien content de la saison qui s'en vient. Ben, félicitations pour ça. Ça va être une belle année qui s'en vient. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois. Je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je dis merci à tous les auditeurs, les auditrices qui sont fidèles au poste. Je te dis merci à toi, Julien, ça a été un grand plaisir. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode arizonien, un épisode désertique de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.